Allô! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep. Ils sont de retour! Merci Polysleep d'encourager le podcast. Cette fois-ci, il y a un nouveau produit qui s'appelle le matelas Zephyr, un matelas avec une technologie nano-bionique qui facilite la récupération. Alors, si tu es un athlète, si tu fais du sport malgré la pandémie, c'est pas mon cas, ça va t'aider à récupérer plus rapidement. On sait que le sommeil, c'est bon pour récupérer dans le sport. Et cette technologie-là fait que tu récupères plus rapidement. Alors, let's go! On a un code promo, pas de niaisage, merci Polysleep. Le code promo, c'est TOMF25. Tu as 25% sur tous les produits Polysleep. TOMF25. Pourquoi le F? Je le sais pas, mais il me donne de l'argent, fait que je suis content. Ça pourrait être Tom, un petit pénis 25. Puis je ferais Tom, un petit pénis 25. Je m'en fous. Je suis une guidoune, vous le savez. C'est en partie pourquoi vous m'aimez, parce que vous sentez que vous me dominez. Puis ça, c'est correct. Parlant de domination, merci tous mes Patreons. C'est très apprécié. Merci de m'encourager. C'est très, très, très... je suis très heureux de ça. Merci à tous ceux qui like le podcast. Et aussi, un truc que j'aimerais faire, un truc que j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, si vous aimez le podcast puis vous voulez m'encourager, commentez sur YouTube. N'importe quoi. Commentez votre couleur favorite, commentez coucou, commentez votre nom, commentez une lettre. Commentez. Ça fait croire à l'algorithme qu'il se passe de quoi avec l'épisode. Plus de gens ont accès et le podcast va prendre de l'ampleur. Alors, s'il vous plaît, commentez n'importe quoi. N'importe quoi. Puis ceux qui disent « Ouais, mais moi je voulais... ça va fucker les commentaires. Moi, je voulais débattre. » Débat pas sur YouTube. Débat pas sur YouTube, c'est pas une bonne idée. Si tu fais un débat sur YouTube, tu quoi, t'es un fou? C'est ça que t'es? Si tu débats sur YouTube, t'es sans doute un fou. Bref, s'il vous plaît, commentez. TomF25 pour Polysleep. Mon invité, Patrick Côté, ancien combattant de UFC, communicateur hors pair. Le podcast est hallucinant. Patrick était incroyable. Je ferme ma gueule et j'y laisse la parole. Bon épisode. Extrêmement heureux de te recevoir. Hey, ben merci. Je suis très, très honoré d'être dans ton podcast avec toi. Honoré? Ben oui. Wow! Ah non, j'étais un fan. J'en ai écouté une couple. Puis écoute, j'aime bien ça. J'aime bien la façon la direction que ça se prend. Puis je suis super content d'être ici. Yo, content. On va commencer abruptement. T'es né où et en quelle année? Je suis né dans un petit village à Rimouski qui s'appelle Saint-Narcisse. C'est un village qui est figé dans le temps. On dirait le temps d'une paix. Là, c'est encore de même. Il y a un vie. C'est vraiment figé dans le temps. Il y a une église en plein milieu. Il y a un magasin général. Il y a 6 rues. Écoute, là, quand tu t'en vas à Rimouski, là, tu tournes à droite des rangs. Continue. Quand t'es perdu, t'es pas arrivé encore. Continue encore. Puis là, finalement, tu vas arriver dans mon village. Mais c'est... Je veux dire, c'est le meilleur monde sur la terre. Ils ont le cœur sur la main. Ils ne barrent pas leurs portes là-bas. Là. Je veux dire, il n'y a pas de voleurs. Ils ont la meilleure recette de tourtière, de cipaille, qu'appellent les autres. Puis c'est ça. Puis je retourne à toutes les années voir c'est la famille du côté de mon père qui sont là. Écoute, c'est sûr, ils sont figés dans le temps. Là. Motley Crue viennent d'arriver quasiment là-bas. mais non, mais honnêtement, je veux pas parler contre eux autres parce que j'ai les aime d'amour, mais écoute, c'est sûr que c'est un gros clash entre la ville de Montréal puis le village comme ça dans le fond du Bas-Saint-Laurent. C'est assez bizarre. Là. C'est comment grandir là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On joue dehors. Ouais, ce qu'on fait plus aujourd'hui, quasiment, les enfants, mais on jouait dehors. Nous autres, écoute, puis en plus, c'est sûr, on avait le privilège d'être dans un village. Ce qui fait que, je veux dire, tout le monde se connaît là-bas. Fait qu'on partait à 6 h le matin, on venait à 8 h le soir. On rentrait quasiment pas à la maison ou on allait manger chez des amis, des choses comme ça. Puis les parents n'étaient pas inquiets, tu sais. Je veux dire, on jouait dehors, il y avait des skidoo, il y avait n'importe quoi. Là-bas, ils sont capables de faire un avion avec un moteur de tondeuse, on s'entend, là. Fait que, tu sais, la mécanique est bien importante dans ce village-là. Mais c'est ça. Mais je suis né en 1980, puis finalement, mes parents se sont séparés, puis je suis resté avec ma mère à partir de 4 ans. Là, on est déménagé à Sherbrooke. Là. Sherbrooke? Oui, monsieur. Meilleure ville.
belle ville, j'ai eu bien du fun là-bas, surtout plus vieux, là, quand je commençais à pouvoir sortir d'un bar, des choses comme ça. Ouais, exactement, la Boostify, des choses comme ça. C'est une ville étudiante, hein, fait que c'est une ville de party. Le monde, il reste pas vraiment là. Ils vont étudier là à l'université, ils font le party, ils font le bash, ils se pètent la face, puis ils étudient aussi. Mais écoute, c'est une ville de party. Pour vrai, là la ville est morte pendant quelques années, là, est en train de revivre un peu, mais il reste que c'est une ville étudiante. Puis c'est, Faire des shows là-bas, c'est exceptionnel. C'est ma ville préférée où faire des spectacles. Ah ouais, ben j'ai encore cette ville-là bien tatouée sur le cœur. J'aime bien ça, cette ville-là. Okay, c'est quoi ton parcours? Comment t'es passé de... Fait que tu fais Sherbrooke. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu... Ben, c'est ça. Là, à partir de 4 ans, on est resté à Sherbrooke avec ma mère qui m'a élevé seule. C'est une mère monoparentale. Donc, toute mon admiration, ça n'a pas été facile pour vrai. On a vécu sous le seuil de la pauvreté. On s'en est tout le temps bien sorti. Moi, j'étais un enfant unique. Donc, on s'est solidifié des liens très, très forts avec ma mère. Puis, on est devenu plus une équipe qu'une famille, dans le fond, là, pour s'aider. J'ai eu des responsabilités quand même assez jeunes parce que ma mère s'est blessée au travail. Puis, à l'âge de 10-12 ans, il a fallu que je prenne comme le contrôle de l'appartement miteux qu'on avait, là, mais il reste qu'il fallait que j'aille faire l'épicerie quand j'avais 10-12 ans, prendre le taxi puis revenir. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a... Le monde, il trouve ça, des fois, quand je parle de ça, il dit « Ah, c'est ça, c'est fucké, là, ça a dû être dur. » Mais moi, je trouve que j'ai appris beaucoup de ça, puis aujourd'hui, c'est sûr que avoir eu le choix, j'aurais pas fait ça, là. Mais aujourd'hui, je me dis, écoute, je pense que ça m'a donné une belle discipline puis une belle ligne de vie, là, ou whatever. Puis c'est ça. Puis moi, contrairement à tous les petits Québécois, j'ai jamais vraiment joué au hockey. Moi, j'ai joué au soccer quand j'étais plus jeune. En 1980. Wow! Ouais, tu dirais peut-être plus vers 90, là. J'ai joué au soccer de très, très haut niveau. L'élite au niveau du circuit québécois. J'ai joué pour l'équipe du Québec aussi. J'ai fait des try-outs pour l'équipe nationale junior. Mais j'étais rendu là. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, à l'âge de 19 ans, 20 ans, après avoir flobé tout ce que j'avais au Well Pub, puis au Mason, puis au Marche, puis tout. Ceux qui ne savent pas, c'est des bars qui étaient très connus dans ce temps-là. Je savais pas trop quoi faire, donc je me suis engagé dans l'armée. Donc, je suis rentré dans l'armée à l'âge de 18 ans, 19 ans, dans le 22e régiment à Québec. Donc, okay, wow. Dans l'infanterie, dans le fond, là, dans celui qui demande le moins d'éducation. Mais l'affaire, c'est que moi, à l'école, j'étais très, très bon au secondaire. Parce que pour moi, c'est de la logique. Fait que j'avais pas besoin d'étudier, j'écoutais, puis j'avais une rapidité de comprendre la logique facilement. J'étais arrivé au cégep, je m'étais inscrit en informatique parce que je savais pas quoi faire. Puis je me dis, regarde, plus tard, d'après moi, c'est pas mal ça l'avenir, moi être placé. T'sais. Mais j'aimais pas tant ça. T'sais. Puis j'étais arrivé au cégep, puis je me souviens, le 2e ou 3e cours, ils m'ont dit, OK, vous avez 15 pages à remettre, on se revoit dans 2 semaines. Impossible, tu me laisses à moi-même, puis je ramène des 15 pages en 2 semaines, c'est sûr que je serais pas capable de faire ça. Donc, l'étude, pour moi, c'était vraiment, vraiment pas pour moi. Là. Fait que c'est pour ça que ça me prenait quelque chose qui bouge, c'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée en 98-19. OK. Ouais. Ça me surprend, là, parce que l'armée, c'est quand même intense. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? C'était un coup de tête? C'est quelqu'un qui l'avait fait? J'ai un de mes cousins qui s'était déjà engagé dans l'armée. Mon parrain aussi était déjà engagé dans l'armée de l'air, a fait la guerre du Golfe. Mais, tu sais, comme tel, c'est pas comme des modèles que j'ai suivis pour aller dans l'armée. Honnêtement, la vraie raison, c'est que je ne savais pas en tout de quoi faire. Pour vrai, là, j'étais comme perdu. Puis là, j'étais rendu à un stade de ma vie, tu sais, à 19 ans. J'étais là, OK, là, faudrait bien que je fasse de quoi. Tu sais, l'école, ça m'intéresse pas. Je me suis pété à la face pendant les 3 dernières années. Ça serait peut-être le temps que je donne un break à mon foie, tu sais. C'est drôle parce qu'on a des vies parallèles. Parce que moi, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de l'armée, j'ai fait l'école nationale de l'humour. Ouais, ben c'est ça. Sauf que l'armée m'a pas donné un break sur mon foie, par exemple. Yo, l'école nationale de l'humour non plus. Ben, c'est ça, tu veux. Fait que, mais au moins, tu sais, je veux dire, j'ai embarqué dans l'armée, puis j'ai adoré ça. Pour voir j'y retournerai pas. Mais les années que j'ai passées là, ça m'a amené à un autre niveau, au niveau de mon expérience personnelle, de
des expériences de vie que tu vas chercher. J'ai servi en Bosnie en 2002, puis ça a été incroyable. Ça m'a fait grandir énormément en tant que personne, en tant qu'apprécier ce que j'ai à la maison. Je suis revenu, j'avais 22 ans, j'étais jeune, mais quand même, quand tu t'en vas en Bosnie, puis tu vois qu'il y a des mines partout, tu peux pas sortir du chemin, sinon tu vas blower, puis tu conduis pendant... je sais pas, une demi-heure, 1 heure dans des montagnes, puis à un moment donné, t'arrives, il y a une maison là avec une famille, puis des moutons. Je dis, comment t'as fait pour te ramasser ici? Je comprends pas. Je veux dire, ils n'ont pas de char, à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour moi, être dans l'armée. Je pense que ça m'a donné une discipline de vie aussi pour, par la suite, devenir un athlète professionnel. Moi, ça me fascine l'armée parce que tous les concitoyens ont une opinion sur l'armée, mais on connaît rien sur l'armée. Je trouve ça assez ironique. C'est comment l'armée, déjà, dès que tu t'es inscrit, comment ça commence? Ben, premièrement, tu t'en vas à Saint-Jean, c'est l'école de recrues qui appelle. Donc, tous les métiers passent par Saint-Jean. Que tu sois cuisinier, que tu sois en logistique ou que tu sois en infanterie, tout le monde passe par Saint-Jean, qui est un cours de recrue, qui est un cours pour te casser, dans le fond. Là. C'est pas trop compliqué. Un peu comme dans Full Metal Jacket. Là, regarde, c'est exactement ça. C'est sûr que Full Metal Jacket, c'est un film, c'est américanisé, sauf que c'est exactement ça. Tu sais, tout le monde, on vit dans une espèce de on a, comment ça s'appelait donc? En tout cas, whatever. C'est une grande bâtisse, puis par les étages, c'est chacun des groupes qui sont là. Puis t'es avec n'importe quelle personne qui veut travailler dans l'armée. Puis je pense que c'est pendant 2 mois, là, je me souviens plus du temps exact, mais pendant 2 mois de temps, il essaie de te former à la vie militaire, au régime militaire, à la hiérarchie, à la discipline aussi. Fait que, tu sais, à tous les matins, t'as des inspections. Même si c'est beau, ils vont flipper ton lit. T'sais, je veux dire, ils veulent savoir si... C'est une vraie affaire, ça? Ben oui, c'est une vraie affaire. Ils veulent savoir si tu vas casser mentalement. Dans le fond, le cours de recrue, c'est exactement ça. C'est pour savoir si mentalement, t'es capable de faire partie de l'armée. C'est juste ça. Pour vrai. T'as des tests physiques, t'as des affaires de même, puis tu vas faire de la drill, donc c'est des mouvements de parade. Bien, tu vas tenir son fusil, marcher droit. Exact. Tu vas faire des exercices dans le bois, tu vas faire plein d'affaires, mais au bout de la ligne, ils veulent savoir si mentalement tu es fait pour cette vie-là. Est-ce que tu t'as vu du monde cassé devant toi? Ah, ben oui. Nous autres, je pense qu'on a commencé, on était 30 dans notre groupe, puis on a fini, on était 22 ou 20. Il y en a qui sont pas capables de se faire crier après. À un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est une game aussi. Ils te crient après, même si tout est beau. Ils vont flipper ton lit, ils vont cracher dans tes bottes, ils vont prendre ta chemise qui est repassée, puis ils vont toute la froisser, même si il y a un petit poil sur le dessus, t'es de la merde. Parce que tu l'as pas bien repassé, tu l'as pas bien nettoyé. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est une game, puis t'es capable de passer par-dessus ou pas, mais il y en a qui sont juste pas capables. Ils prennent ça trop personnel. Là. C'est génial ce que tu dis, parce qu'un philosophe que je cite toujours, parce que c'est le seul que je lis, Slavoj Zizek, qui disait... L'armée, bref, il revenait à Full Metal Jacket, puis il faisait un parallèle avec l'armée qui disait ça montre bien c'est quoi. Le but de l'armée, c'est comprendre que c'est un jeu. Si tu comprends pas du tout que c'est un jeu puis tu te fais crier après, tu vas casser. Ou au contraire, comme ils montrent dans le film, si tu crois au maximum tout ce qu'ils te disent, si tu crois que tu vaux rien parce qu'ils te crient après. Il dit que l'armée, ce que ça crée une distance ironique. Les meilleurs soldats, il y a une distance ironique. Ils savent que c'est pas tout à fait vrai, mais que c'est un jeu. Puis tu sais, au bout de la ligne aussi. C'est une belle leçon dans la vie de tous les jours. Absolument. Puis au bout de la ligne, tu sais, moi, j'étais dans l'infanterie, fait que c'est le soldat de ligne, là, le premier. Fait que c'est sûr que tu t'en vas au combat, là, supposé, c'est ça la job. Fait que, tu sais, j'aime bien mieux avoir quelqu'un qui me back le cul, qui a pas cassé, puis qui se comprend, puis qui est fort mentalement, qu'il y en a un qui est en arrière de moi, puis il est nerveux, puis il shake, puis qu'il sait pas quoi faire. J'ai pas confiance en lui. Fait que, oui, ça a peut-être l'air harsh, ça a peut-être l'air dur, mais t'as pas le choix. Je veux dire, à un moment donné, la sélection naturelle se fait aussi. Je veux quelqu'un qui me back, ils savent quoi faire, pas quelqu'un qui a peur d'être là ou qui comprend pas ou qui s'ennuie de sa famille qui s'ennuie trop de sa famille quand on est déployé ou de quoi de même. C'est sûr, on s'ennuie tout, mais à un moment donné, t'as une job à faire aussi. C'est au camp qu'il faut que tu casses, pas en territoire ennemi. Ah, exact. C'est pas en Bosnie, là, quand il y a une... Ouais, mais tu sais, en 2009, j'étais allé en Afghanistan, moi, supporter les troupes. Toutes les années, le gouvernement du Canada font un Team Canada qui appelle et qui amène, je ne sais pas s'ils le font encore, là, mais ils amenaient des sportifs, des personnalités
culturelles et des personnalités sportives en Afghanistan pour aller supporter les troupes. Donc, faire des visites, faisait des shows de musique, des choses comme ça. Puis, moi, j'étais allé avec des joueurs des Alouettes, avec Guy Lafleur, avec Patrice Brisebois. Puis, c'était vraiment cool. Puis, on était dans l'avion du premier ministre. Fait qu'on était 50 dans une espèce de Boeing. c'est vraiment cool. Puis, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est qu'en arrivant là-bas, c'était mon bataillon que j'avais servi qui était en déploiement pendant ce temps-là. Puis, tu sais, moi, en Bosnie, là, je ris avec ça parce que c'est pas passé grand-chose. On s'entend, c'était pas l'Afghanistan. On était là pour aider à reconstruire le pays. Puis, il y a quelques petites poches de résistance, mais c'était vraiment, vraiment chill. Mais quand je suis arrivé en Afghanistan, j'ai dit, OK, fuck, OK, ça c'est la guerre pour vrai. Puis, je voyais du monde que j'avais servi en 2002 avec eux autres en Bosnie qui étaient plus là pendant tout. Eux autres, à tous les jours, ils sortaient et ils tuaient. Là. Fait que, c'était la vraie guerre. Puis je regardais, je dis, oh fuck, toi, là, t'es fucké. Là. Toi, t'es fucké à vie, moi, t'as dit. Fait que, tu sais, ça dépend aussi, ta mission, ça dépend c'est quoi ton rôle dans une mission aussi, mais. C'est dangereux. Là. J'ai lu un truc dernièrement, c'est un article dans le Rolling Stone, et c'était 2 chanteurs country qui chicanaient en loge. Il y a un gars qui était pro la guerre guerre en Irak et l'autre qui était contre. Et celui qui était contre, il avait servi. Et ce qu'il a dit à l'autre, il dit, tu sais pas de quoi tu parles. Il dit, tu sais pas c'est quoi tuer quelqu'un puis cacher un chèque de ton gouvernement pour avoir tué quelqu'un. Il dit que le plus fucké, c'est quand c'est que tu sois payé pour tuer pour l'État et que ça te fuck. Puis c'est ça te fuck. Puis à un moment donné, tu viens que tu l'acceptes aussi. Parce que il y avait des chauffeurs de tanks qui appellent des VBS, des véhicules blindés légers, c'était des transporteurs de troupes, qui étaient des amis à moi. Puis à toutes les fois qu'ils sortaient, tu sais, les talibans là-bas, là, un contre un, là, c'est des pourris. Là. Pour vrai, ils sont vraiment pas bons soldats, mais ils peuvent faire des mines, des bombes avec du maïs puis n'importe quoi. Fait que ça, ils sont vraiment, vraiment bons pour faire ça. La guerre de guérilla, comme on dit. Là. Exact. Puis ils peuvent faire flipper des tanks dans les airs. Là, tu sais. Puis je dis, OK, mais quand tu sors, tu dois être nerveux. Il dit, sérieusement, là, on a été nerveux pendant 3 semaines à 1 mois. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre de même. Fait que là, à toute fois qu'on sort, il me dit, bon, ben si c'est là, c'est là. Et je dis, oh, fuck. OK. Fait que tu viens avec une acceptation que, OK, c'est peut-être la dernière fois que tu sors ou tu ne reviendras pas au camp. Quand tu reviens, tu dis, bon, ben OK, c'est une autre journée, je suis revenu. Mais il dit, tu peux pas vivre comme ça pendant 9 mois de temps, à être nerveux de sortir. C'est sûr que tu as une petite nervosité, mais tu peux pas penser tout le temps, tout prévoir, parce que ça arrivera jamais. Fait que. Puis c'est aussi une question hormonale. Ton corps produit plus d'adrénaline. Tu es plus capable. Ça vient comme une vie normale, mais de l'extérieur, c'est fucké. Oh, wow. Je veux qu'on revienne à la Bosnie si ça te dérange pas. C'est comment servir? C'est comment être dans un autre pays avec l'armée canadienne? On a le privilège, nous, d'être au Canada. Donc, on est une armée qui est très appréciée à travers le monde. Parce qu'on a aidé beaucoup pour reconstruire le pays. Le problème, nous autres, c'est qu'en Bosnie, le gouvernement ou l'armée ont fait tout à l'envers. Ce qui fait qu'en 92, 93, 94, quand la guerre était vraiment là, puis ça pétait de partout, ils ont envoyé les casques bleus. Donc, les casques bleus sont pas là pour se battre. Ils sont là pour aider la population et aider à reconstruire le pays et à protéger la population, mais sans se battre. Donc, il se faisait tirer ses bottes, puis il n'avait pas le droit de répliquer. Hey? Fait que là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Là, nous, quand on est allés, en tant que béret vert. On est allés là en tant que l'OTAN et non pas en tant que l'ONU. Donc, on est arrivé là avec la baïonnette d'un dent. OK, let's go, on s'en fait le ménage, on arrive là. OK, fait qu'on a fait la job des casques bleus quasiment pendant quand la guerre était terminée. Fait qu'on est arrivé là, puis c'est sûr que c'est des paysans. Surtout comme je te disais, on roulait des fois dans des montagnes, puis on arrivait dans une maison à moitié finie avec une famille qui était là, puis nous autres, on arrivait tout le temps avec du gaz ou du linge pour leurs enfants, puis c'est pour ça qu'ils nous aimaient beaucoup. Puis cette anecdote-là, je la compte tout le temps, puis le monde braille d'arrêt, puis c'est arrivé souvent. On était très appréciés, ce qui fait que les familles nous invitaient dans leur maison pour nous servir du café et surtout de la Slovovic. La Slovovic, c'est une alcool qu'ils font eux autres mêmes, qui est à peu près 92% d'alcool. Ça fesse. OK? Puis tous les Slaves vont dire tu ne bois pas ça. Non, tu bois pas ça, mais
sais, je veux dire, quand ça fait 3 mois, 4 mois, t'es là, t'es le même, whatever. Puis, tu sais, t'es supposé être sur le dry sec au camp, t'es pas supposé boire. Il y a toujours une façon de s'arranger, là. Fait que ce qui fait que tu t'assois, puis à un moment donné, on savait où ça s'en allait, mais le premier coup, on ne sait pas, tu sais. Fait qu'on s'assoit, puis là, ils te donnent un shooter de Slavovic, tu prends ça. Puis eux autres sont bien fiers de faire leur propre Slavovic, puis ils comparent leur goût de Slavovic aux voisins, dans le fond. Fait que on commence à boire ça, puis lui qui chauffait le Jeep ou le tank, lui, il boit pas, mais les autres, whatever, tu sais, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas vraiment de guerre. Mais un coup qui te donne 2-3 shooters de Slavovic, là, tu commences à être un petit peu feeling. Puis là, à un moment donné, le père, il se lève, puis là, il disparaît. Là, on a-tu dit quelque chose de pas correct? Là, on parle à l'interprète, elle dit qu'est-ce qui est arrivé? Il est-tu fâché? Là, l'interprète nous regarde, puis à toutes les années, il nous dit c'est tout le temps la même réaction. C'est la première fois que ça arrive. Il nous regarde, puis il fait un sourire, il dit tu vas voir. Fait que là, on attend, le père revient avec sa fille. Sa fille était cachée dans la chambre, puis là, il veut nous la présenter. Un coup bien feeling pour qu'on la trouve belle, on la marie, puis on la sorte de là, qu'on la ramène avec nous autres. Puis l'affaire, c'est que les Bosniaques, les filles bosniaques sont pas laides jusqu'à temps qu'ils sourient. Il leur reste pas grand-chose pour mâcher une gomme, comme je peux te dire, tu comprends? Ce qui fait que... mais l'affaire la plus drôle là-dedans, c'est que dans mon peloton, dans mon bataillon, il y en a 2 qui en ont ramené. Ça marche. Ils sont tombés en amour! Oui, ça marche. Ça marche. C'est arrivé 2 fois. Puis, à un moment donné, là, on savait que c'était ça. Fait que là, on s'en allait dans les familles. Tu vois, ça levait. À un moment donné, le père, il partait. Il dit check ben ce qui va nous sortir. Check ben ça. Fait que ça arrivait tout le temps. Ça arrivait tout le temps quand on allait. Ils nous invitaient dans la maison prendre un petit café ou un petit shooter. Wow! Pour mettre un peu en contexte, pour ceux qui ne sont pas au courant de la guerre de Bosnie, qui est une guerre civile et un nettoyage ethnique épouvantable. Ouais. Je peux comprendre un père qui fait vivre ça, qui veut sauver sa fille coûte que coûte. Oui. C'est l'apocalypse. C'était l'apocalypse. Absolument. Puis c'est encore très, très, très pauvre là-bas. Puis tu sors d'une dictature qui a duré 30 ans avec Tito. Ouais, avec Tito. Et là, il y a une guerre Tito civile. là-bas, puis je sais pas si ça a été rasé, mais Tito était... comment je peux dire ça, tatoué en arbre dans une montagne là-bas. Donc, il avait coupé les arbres pour que ça forme Tito, puis tout le monde était capable de voir ça. C'était quand même assez impressionnant, ça. Puis tu sais, l'affaire, c'est comme les Américains, puis les Afghans, ou les Afghans puis les Américains, ça vient de l'éducation aussi. T'sais, c'était les Serbes contre les Croates, la guerre, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand je suis servi en 2002, il y avait des jeunes qui avaient peut-être 7-8 ans, puis des Croates qui haïssaient les Serbes, mais ils savent pas. Ils savent pas pourquoi, parce qu'il y a un Serbe qui a tué leur grand-père à un moment donné, fait qu'ils se sont fait éduquer d'haïr l'autre communauté, l'autre peuple. Fait que, c'est une roue qui termine jamais, dans le fond. Là. Fait que c'est ça qui est plate aussi, là, c'est le niveau de l'éducation. Là. Wow! Alors, tu sers. Quand est-ce que tu décides d'arrêter ta carrière? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas encore dans l'armée? Moi, j'étais un très bon soldat sur le terrain et une marde en garnison. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi la garnison? La garnison, c'est la discipline militaire, dans le fond. C'est tes bottes, tu dois être tout le temps propre. Tes bottes doivent être cirées. Tes cheveux doivent être coupés. Il faut que tu sois rasé très bien tous les matins. Moi, j'étais pas capable de rentrer dans ce moule-là. Mais tu me mettais sur le terrain, j'étais un des meilleurs soldats qui existait. Parce que c'était ça ma job, moi. T'es un athlète, ça aide. Moi, couper mes favoris plus haut que mes oreilles, je vais pas courir plus vite à cause de ça, tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, c'était pas logique de faire ça. Puis, tu sais, des chiffres de garde comme punition, c'est ça, les punitions. Souvent, c'était des chiffres de garde dans la salle d'attente pour faire rentrer les autos. J'en ai fait souvent, là, à cause que mes bottes n'étaient pas propres, à cause que j'étais mal rasé. Puis des fois, j'essayais, puis même quand j'essayais, ça marchait pas. Tu sais, j'avais pas d'intérêt pour ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire de la boxe. J'étais à Québec, là, parce qu'après ça, moi, j'ai été déployé à Québec, à Valcartier. Après mon cours de recrue, j'étais allé faire mon cours de métier à Valcartier, puis là, je suis resté là tout le temps que j'étais dans l'armée, à la base de Valcartier. Donc là, j'ai commencé à faire de la boxe à Québec. Là, j'ai commencé à tomber en amour avec ce sport-là, puis commencé à faire... à regarder c'était quoi les combats ultimes qui existaient dans ce temps-là. C'est le mec qui appelait ça des combats extrêmes, des combats ultimes.
Puis j'ai commencé à faire de la boxe. J'ai trouvé une équipe de jiu-jitsu, puis j'ai commencé à faire des combats, même quand j'étais encore dans l'armée. Puis à un moment donné, cette discipline-là qui était pour moi illogique, j'étais juste plus capable. J'aimais le métier de fantassin, mais je détestais le power trip, souvent des grades qui étaient plus hauts que moi. Fait que pour ces détails-là. Fait qu'en 2004, j'ai brisé mon contrat. Moi, j'ai même pas attendu que mon contrat se termine, je l'ai brisé. Puis j'ai lancé un 25 cents des heures pour faire carrière dans ce sport-là, qui était très underground dans ce temps-là, on va se le dire. Puis finalement, ça a bien viré. T'sais. OK. Qu'est-ce que fait dans. Moi, ça m'intéresse. Les premières fois que tu es rentré dans un gym, est-ce que tu étais bon? Est-ce que tu étais nul? Je pensais que j'étais bon. Moi, j'avais fait du judo quand même assez longtemps quand j'étais plus jeune, avec mes cousins qui faisaient partie d'équipes universitaires qui étaient très, 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 très forts. Fait qu'ils m'ont amené là-dedans. Fait moi, je pensais, puis je me suis tout le temps chamaillé avec des amis, quoi de même. Pas que je gagnais, mais je me suis dit, OK, whatever, m'en prendre ça. T'as une force physique. M'en prendre ça. Mais j'aimais ça, tu sais. Ce qui fait que quand j'étais arrivé au gym, ça a été surtout le gym de jiu-jitsu brésilien, là, parce que c'est pas mal plus technique que juste donner des coups de poing. Il n'y en a pas de coups de poing, justement. C'est des techniques de contrôle puis de soumission. Tu peux nous expliquer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Oui, c'est ça. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial brésilien qui tu veux aller chercher la soumission de ton adversaire sans frappe. Donc, aller chercher un contrôle d'une position et le forcer à faire une erreur pour aller chercher un étranglement, une clé de bras, une clé d'une articulation qu'il va être obligé d'abandonner, sinon il s'endort ou l'articulation pète. Dans le fond, c'est simple comme ça. Cool, pour vrai, j'adore ce sport-là. C'est tellement... C'est premier degré. J'adore ça. Oui, mais c'est premier degré, mais le jiu-jitsu brésilien... c'est ce que j'aime. Oui, mais le jiu-jitsu brésilien, moi, je te dirais, je compare tout le temps ça à un jeu d'échecs. Parce que plus que tu t'entraînes, plus que tu deviens meilleur en jiu-jitsu brésilien, plus que tu vas penser des coups d'avance. Ce qui fait que je vais me placer, moi, d'une position pour te faire réagir comme ça, pour que moi, je vais aller l'autre bord. Puis après ça, je vais être capable... Tu vas tomber dans un piège pour aller chercher un étranglement. Parce qu'une clé de bras d'une ceinture blanche ou d'une ceinture noire, pas mal la même affaire. Tu comprends? Le bras, puis pas de l'autre bord, même si c'est une ceinture noire. Tu comprends? Fait que c'est l'avancement pour aller chercher cette technique-là qui va changer avec les connaissances plus que tu t'entraînes. Puis aux échecs, je trouve que c'est la même chose. Tu places tes pions pour aller chercher échec et mat. La soumission, c'est l'échec et mat. Moi, je pense que c'est une belle image c'est une super analogie. De transition, savoir, comprendre c'est quoi du jiu-jitsu brésilien, vraiment, c'est un jeu d'échecs. C'est la même chose. La première fois que tu étais au sol, comment c'était? Ça a été pénible parce que quand tu connais rien, tu fais juste forcer physique. Fait que tu fais juste essayer de te bencher l'autre. Fait qu'après 30 secondes, t'es brûlé raide, là. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand c'est devenu quand même assez populaire, il y a eu un gros boom à un moment donné des combats puis du jiu-jitsu. Puis là, tout le monde voulait faire... il venait au gym puis il disait « Ah, moi, je veux faire des cours de UFC. » Mais c'est pas des cours de UFC, c'est une compagnie UFC. Je vais t'expliquer c'est quoi le sport. Puis il y avait des doormen puis des gars bien sur le jus, puis des bodybuilders qui venaient au gym. Puis... on les mettait un gars de 150 livres dessus qui savait quoi faire, comment se placer, là, puis il était pas capable de le bencher. Mais les gars, ils benchaient des 400 livres, c'est 400 plates de chaque bord, pas capable de décoller un gars de 150 livres, puis là, il pognait les nerfs, tu sais. Mais, tu sais, la technique va toujours battre la force physique dans ce sport-là. Dans le jiu-jitsu brésilien, c'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est la force, je pense. Dis-moi, je me trompe parce que je parle de ton sport. Les Gracie, c'est ça qu'ils ont développé. Les Gracie, c'est. Parce qu'au début du UFC, il n'y a pas de catégorie de poids. Là. C'était un gars de judo. Ah, c'est de la boucherie. Il y avait un gars qui se battait avec un seul gant de boxe. Ark Jamison, ouais. La légende, ça, c'est une légende. Il fait juste un combat, mais on s'en souvient encore. Ce qui est pas super. Et celui, le premier UFC, c'est un gars qui s'appelle Gracie, qui vient de la famille Gracie. Ouais. Puis il battait des gars bien plus forts que lui parce qu'il, comme tu dis, il maîtrisait le jiu-jitsu un petit peu. Ouais, parce que les Américains, eux autres, c'était beaucoup la lutte, du catch wrestling, des gars qui faisaient beaucoup de lutte. Puis lui, il est arrivé là, un petit 160 livres, tout le monde riait de lui un peu, puis il est arrivé là, puis il passait des soumissions à tout le monde. Mais personne n'avait jamais vu ça, ce genre d'art martial-là aux États-Unis. Puis il est arrivé là, puis il choquait le monde, et il lui pétait des bras, puis puis le monde ne comprenait pas, parce que c'était un petit gars, puis il était vraiment... Il a vraiment l'air d'un comptable. Oui, il avait l'air de rien, absolument de rien.
Puis il a gagné les 3 premiers UFC contre des gars comme Ken Shamrock, des gars comme Dan Severn, des gros lutteurs, des forts, puis sur le jus à côté. Puis il battait tout le temps. Là. Wow. Alors, comment ça devient... Comment tu te dis... Ça peut devenir ma vie. Je peux devenir un combattant. Je veux dire, moi, dans ma carrière professionnelle, ça a bien commencé. J'ai gagné mes 5 premiers combats. Je suis devenu champion canadien. Puis là, ça allait bien. Puis là, on a eu une invitation pour aller se battre au UFC en 2004. C'est rapide. Puis ça a été quand même rapide, mais tu sais, faut te remettre dans le contexte que dans ce temps-là, c'était pas populaire comme aujourd'hui. Fait que l'avancement peut-être a été beaucoup plus rapide. J'ai tout le temps dit, avec le talent que j'avais en 2004, si tu transposes ça dans la vie d'aujourd'hui, jamais je m'aurais battu au UFC. J'étais pas assez bon pour rivaliser avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est impossible. Sauf que, tu sais, t'es né dans le temps que t'es né. Let's go. Tu prends les opportunités qu'on t'offre. Ben, c'est ça. Les baby boomers sont tous riches parce qu'il y a eu un boom économique. Let's go. Puis, j'aime ça que tu parles de ça, les opportunités, parce que moi, je crois pas à la chance, là. Je crois beaucoup à les opportunités. Puis moi, on m'a donné l'opportunité de rentrer au UFC par la grande porte. J'étais supposé me battre le premier combat de sous-carte face à un gars qui s'appelle Marvin Eastman, où il n'y a personne dans les estrades à Atlantic City. C'est le premier combat, il n'y a personne. Là. Puis 4 jours avant le combat, le main event de ce show-là, UFC 50, c'est un gars qui s'appelait Tito Ortiz qui se battait contre un gars qui s'appelait Guy Mezger. Guy Mezger, il a eu une embolie cérébrale, une stroke. Puis, moi, c'est mon premier combat au UFC. Personne ne me connaissait. Puis, Tito Ortiz, dans ce temps-là, était encore le poster boy, l'ancien champion du monde. C'était une machine. Tu sais, ce gars-là était sur mon screensaver d'ordinateur. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme un idole quand même. Puis, tu sais, tout le monde le connaissait. Puis, c'était un gars qui faisait... pas grand monde qui voulait se battre contre. Puis avec raison, parce que ils ont probablement appelé tout le monde du roster pour remplacer Guy Mezger à 4 jours d'avis. Puis, personne n'a voulu. Puis c'est arrivé, ils ont vu que moi, j'étais sur cette carte-là, sur le même poids. Ils m'ont appelé et dit « Ça te tente-tu? » Puis je sais pas si j'étais jeune, puis cave, puis innocent, mais aujourd'hui, on se parle à cause que j'ai accepté ce combat-là. Wow! Aujourd'hui, j'ai la vie d'aujourd'hui à cause qu'on a pris cette opportunité-là. On aurait pu dire non. On aurait pu dire hey, « Fuck it, mais non. » on a dit oui. Puis j'étais allé me battre contre mon idole, puis j'ai resté debout pendant les trois rounds. Bon, je me suis fait péter, là, mais l'important là-dedans, c'est pas le résultat du combat, c'est le résultat de la soirée. Ce qui fait qu'après ce combat-là, avant ce combat-là, personne ne me connaissait, puis après, tout le monde me connaissait. Fait que ma carrière est partie de là. Puis, à cause que j'ai remplacé à la dernière minute, j'ai eu quand même un bon boni monétaire. Ce qui fait que j'ai été capable de vivre là-dessus, parce que là, j'avais plus de rentrée d'argent, j'étais sorti de l'armée. J'étais capable de vivre là-dessus pour continuer de m'entraîner puis de continuer ma carrière UFC. Mais, tu sais, aujourd'hui, le monde me dit « Ah, t'es chanceux, t'as une belle vie, t'as une belle maison, ou whatever. » Je dis « Ouais, mais tu t'aurais-tu battu à 4 jours d'avis face à Tito Ortiz? » J'étais arrivé en face de lui, là, il était énorme, là. Il a la tête grosse dans le même. J'étais genre « Fuck! » Mais, tu sais, j'ai pris cette opportunité-là, puis aujourd'hui, c'est pour ça. Je suis là aujourd'hui à cause de cette décision-là en 2004. Wow! Je suis impressionné. Plein de choses m'intéressent par rapport au UFC. Plongeons, si t'es à l'aise. Premier truc qui m'intéresse, comment on se sent une journée de combat? À partir du matin, comment tu te sens? Jusqu'à la montée dans l'arène. Genre, tu te lèves. Vraiment, tu dors-tu? Oui, ben tu sais, c'est vraiment personnel à chacun. Hein. Okay. Y en a qui vivent très mal le stress. Il y en a qui aiment pas en tout ce sport-là, puis ils le font pareil. Wow. Tu sais, c'est tellement jamais entendu ça. Il y a des gens qui n'aiment pas. Oh, ouais. Mais ils savent rien faire d'autre, puis ça paye, là, on y va. J'ai une famille. Exact. Sauf que, tu sais, le rush d'adrénaline va aller surpasser ce que tu n'aimes pas dans ce sport-là. C'est vraiment quelque chose de spécial. Il y a un long processus avant d'arriver du combat. C'est sûr, il y a l'entraînement, il y a la nutrition, tu as la coupe de poids aussi. Ça, on va parler plus tard. La coupe de poids, je suis fasciné par ça. Faut que tu fasses le poids. Moi, personnellement, la journée du combat, pour moi,
moi, j'ai toujours dit, je me faisais payer pour les sacrifices que j'ai faits à l'entraînement. La journée du combat, pour moi, c'est une belle journée. C'est ma récompense de tous les sacrifices que j'ai faits. Si pendant l'été, mes chums font un barbecue, ben moi, je reste chez nous à manger mon poulet sec, tu comprends? Fait que ça, c'est une discipline de vie qui est dure, puis c'est un sport qu'il faut que tu sois ultra égoïste aussi. Et par le fait même, ta famille, ta femme, il faut qu'elle embarque là-dedans parce que c'est pas facile de vivre avec un athlète professionnel d'un sport individuel. Fait que c'est ça, mais pour moi, tu sais, je tombais nerveux ou ben non, je réalisais qu'est-ce que j'allais faire plus que tomber nerveux. Je m'en allais pas cueillir des fraises, on s'entend. Là. Elle allait me faire taper ça à la gueule, puis j'essayais d'en donner plus, mais je savais que j'allais probablement en recevoir un ou deux. Peut-être vers 3 heures de l'après-midi, juste avant de partir pour l'aréna ou le casino ou whatever où ce que je me battais. Mais quand j'arrivais dans mon vestiaire, c'était mon happy place. Là. Moi, j'étais dans mon happy place, j'étais bien, j'étais heureux. Puis c'était plus de l'anxiété que de la nervosité. Puis j'ai rarement été nerveux avant un combat. Plus un track comme un comédien là, avant de monter sur scène. Exact, parce que on s'entend, c'est pas quelque chose qui est commun, là, 2 gars d'une cage qui se tapent sur la gueule. Là, c'est quand même assez unique. Ouais, puis aussi, je veux dire, on dit souvent sur scène, ah oui, sur scène, on se met à nu. Vous êtes tout nu. C'est un aspect, c'est quand même particulier où tu n'avais rien. Là. Puis, tu sais, sur la scène, j'imagine que c'est exactement la même chose. Tes perceptions sont complètement changées sur le spotlight qui te regarde. Si je me fais amener au sol, je regarde en haut, je vois tous les spotlights autour. C'est comme un Twilight Zone. C'est bizarre. Le temps est particulier. Oui, puis ça se passe comme ça. Tu sais, moi, je fais des combats des fois. Je faisais des combats des fois, puis le soir même, ou après le combat, mon coach disait hey, au deuxième round, c'était écœurant, qu'est-ce que t'as fait? Je m'en souvenais pas. Souvent, je me souvenais pas. Puis c'est pas parce que j'ai reçu des coups de poing sur la tête, c'est parce que ça se passe tellement vite et c'est tellement entraîné que ça devient un réflexe naturel que j'ai plus besoin de le faire, ce genre de mouvement-là. Ce qui fait que, tu sais, puis c'est ça la clé du succès dans ce sport-là aussi. Parce que si tu commences à penser dans ce sport-là, le coup de poing arrive vite. Là. Fait qu'il faut pas que tu te laisses déconcentrer, faut pas que tu prennes le temps de penser à OK, il faut que je fasse ça, puis il est trop tard. C'est terminé. Il faut que tu réagisses. Ouais. Wow! Pendant un combat, est-ce que tu sens les coups de poing? Tu le sens, mais encore une fois, c'est très, très bizarre. Ça me fait pas mal. Moi, j'ai tout le temps... La seule affaire qui fait mal, puis ça, c'est une opinion bien personnelle, c'est un bon coup de pied dans les jambes. Tu sais, un tibia qui arrive sur le quadriceps, ça te gèle le corps pendant 5 secondes, puis t'as besoin d'un bon poker face. Tu veux pas y montrer que tu y as fait mal. Il t'a fait mal. Fait que, mais c'est douloureux. Moi, c'est ça qui fait le plus mal. Mais tu sais, un coup de poing... tu le prends ou tu tombes. C'est plate, mais c'est ça. Même les coups de coude, je me suis fait ouvrir les arcades sourcilières. Puis ça me faisait plus chier que ça me faisait mal. J'étais tu me niaises, je chaigne, t'es sérieux. Là. Plus que ça me faisait mal, ça me dérangeait pas tant que ça. Fait que, mais c'est tellement un sentiment unique. La marche vers l'octogone, la porte se ferme, là, t'es devant l'autre, puis oh fuck, OK, là, c'est là. T'as 20 000 personnes au Centre Bell qui chantaient des chansons avec mon nom de famille. Là, tu regardes autour. OK, fuck, on est juste deux devant 20 000 personnes, puis là, ils veulent qu'on se tape ça à la gueule. Oh shit, OK, ça, c'est une expérience vraiment bizarre. Puis à tous mes combats, ça a fait la même chose. Tu te rentres dans le combat, tu te dis, fuck, c'est pas normal, ça, man. Honnêtement, là, c'est pas normal. Mais un coup que c'est parti, c'est le fun. Puis écoute, il n'y a pas aucun feeling pour moi qui va égaler le feeling de gagner un combat. Surtout pas ici, quand t'es chez vous au Centre Bell, c'est indescriptible. Là. Ça m'intéresse. C'est quoi le... Voici... Je te piche des trucs. Qu'est-ce qui est plus enivrant? Quand tu sens que tu vas gagner, parce que j'imagine des fois, tu vois l'autre tituber ou tu sens « Oh mon Dieu, je vais Est-ce que c'est ça le meilleur feeling? Quand tu sens que tu vas gagner? Quand tu gagnes ou quand on lève ta main? C'est différents feelings. Quand on lève ta main, c'est un soulagement. Là tu te dis « Ah, good, j'ai pas tout fait ça pour rien. » Parce que je pense que c'est... Je veux pas généraliser, là, mais je pense qu'on aille plus perdre qu'on aime gagner dans ce sport-là. À cause de tous les sacrifices qui ont été faits. Puis, tu sais, veux pas... Tu
on est macho pareil. Je veux dire, tu peux pas te faire péter la gueule par un autre gars. Je veux Dans dire, ta famille. C'est ça. Je veux dire, it is what it is. Fait que, quand tu te fais battre ou quand tu te fais dominer, tu te sens une marde. C'est ça, la réalité, c'est ça. Puis t'as de la misère à regarder ta femme dans les yeux, t'as de la misère à regarder tes chums dans tes yeux, tes partenaires d'entraînement, parce que t'as l'impression de te laisser tomber tout le monde qui t'ont tellement supporté. À un moment donné, avec l'expérience, tu te rends compte que c'est pas ça pantoute, que père ou gang vont tout le temps être là. Mais il faut que tu sois capable de faire la part des choses aussi là-dedans, d'une victoire et d'une défaite. Mais une défaite, ça fait pas juste mal au portefeuille, là, parce que une victoire va souvent te donner le double de ta bourse. Mais ça fait mal à l'orgueil, pas mal, moi, te dire. Et c'est comment gagner? Comment tu dis ça? Gagner, écoute, c'est différent de la manière que tu gagnes, mais gagner, c'est un soulagement, mais mettons, tu rock le gars, mettons, tu le pinces, puis là, tu sautes dessus, tu regardes tout le temps du coin de l'œil l'arbitre. Il s'en vient-tu, Chris? Il s'en vient-tu? Viens l'arrêter. Parce que tu dis, pour moi, je le frappe, puis on dirait que je suis pas capable de passer le coup d'assommoir. Fait que là, t'as tout le temps peur qu'il se retourne ou qu'il réussisse à se relever. Mais là, tu sais que tu l'as pincé. Là, t'es là, ouais, viens-t'en, arrête le combat. Fait que tu regardes tout le temps. Puis quand le combat arrête, mais là, t'es comme, nice. Puis, quand tu knocks quelqu'un, tu te sens le plus fort du monde pendant peut-être une vingtaine de secondes. T'es de même, tu montes dessus de la cage, puis t'en veux. Puis quand tu soumets quelqu'un, ça c'est le paradis, ça. Ça, c'est le bonheur absolu, parce que t'as forcé l'autre à abandonner. Tu comprends? Parce que tu as vraiment... Parce que un lucky punch, ça peut arriver. Un lucky submission, ça n'existe pas. Il faut que tu l'aies travaillé, puis là, tu te rends compte que tu as joué aux échecs, puis tu l'as placé dans un coin, puis tu l'as mis échec et mat. Puis là, il est obligé d'abandonner, puis de dire OK, tu m'as eu, là, t'es plus fort que moi. C'est tellement. C'est quasiment jouissif. Là. Pour pouvoir passer une soumission à quelqu'un, là, tu te relèves, tu te regardes. Moi, te le dire, pendant une couple de jours, là, t'as le chest bombé. C'est dommage cool! C'est génial. Parlons-en, parce que je suis fasciné par ça, puis je pense que des gens qui ne savent pas. Parle-nous. Explique-nous un camp d'entraînement puis une discipline de combattant qui ça a l'air d'être horrible. Ça a l'air d'une vie horrible. Non, c'est pas horrible. C'est beaucoup de... Surtout avec le sport, ce qui est rendu aujourd'hui. Parce que, j'ai tout le temps la même chose. Avant, c'était des combattants qui faisaient du combat extrême. Aujourd'hui, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. C'est très différent, l'appellation du sport et des athlètes dans ce sport-là. Et justement, c'est des athlètes. C'est plus des combattants, des doormen qui vont se battre contre un goon de hockey qui peuvent avoir du succès là-dedans. Non, mettons, Georges Saint-Pierre, il aurait pu jouer au basketball, il aurait pu jouer au hockey, il aurait pu être gymnaste. Oui, mais exact. Puis t'as des anciens Olympiens qui viennent finir leur carrière en arts martiaux mixtes, se faire de l'argent. Je veux dire, moi, je me bats contre un gars qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques en lutte. D'après moi, je vais pas le lutter. Tu comprends? Fait qu'il va faire d'autres choses, tu sais. Je comprends. Fait que, tu sais, maintenant, c'est des athlètes de pointe, là, vraiment, puis qui s'entraînent comme des athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Fait il a pris sa retraite, là, mais le russe. Ouais, Nurmagomedov. Ouais, exact. Il luttait avec un ours. Il y a une vidéo de lui qui lutte avec un ours à 12 ans. Ouais, essaye de compétitionner ça, tu sais. Mais la discipline, maintenant, dans ce sport-là, est rendue vraiment très, très importante, que ce soit au niveau de l'entraînement. Il faut que tu sois le plus complet possible. Tu ne peux plus être un combattant unidimensionnel. Ce qui fait que c'est sûr que tu vas avoir toujours une force, tu vas toujours avoir une spécialité, mais tu ne peux plus avoir de faiblesse, de grosses faiblesses. Il faut que tu sois capable de te débrouiller quand même bien dans toutes les facettes du sport. Évidemment, au niveau de la nutrition, les connaissances ont énormément changé avec les années. Ce qui fait que la nutrition, maintenant, tout le monde ou presque travaille avec des nutritionnistes qui sont spécialisés dans ce sport-là aussi. Et jusqu'à temps qu'il arrive la déshydratation pour la courbe de poids, qui est très controversée, avec raison. Et ça, moi, je parle souvent de la coupe de poids, de la déshydratation drastique parce que je l'ai faite. J'ai déjà passé out aussi dans une coupe de poids. J'ai un 45 minutes qui manque de ma vie. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. On en parlera après si tu veux. Mais puis surtout, à toutes les fois qu'il y a un athlète qui manque le poids, ben on m'appelle tout le temps les médias pour savoir qu'est-ce que je pense de ça. Puis on m'a souvent associé à que j'étais pour les déshydratations. Je suis pas pour les déshydratations. Je trouve ça horrible. C'est horrible pour le cerveau, c'est horrible pour les organes vitaux, c'est dégueulasse pour le corps.
n'y a personne qui te force à te déshydrater non plus. Tu peux te battre une calorie plus haute si tu veux, là. Il n'y a personne qui va te mettre un gun sur la tête. Il faut que tu te battes à 155 livres. C'est un choix personnel. C'est un sacrifice que tu décides de faire. Mais si tu veux le faire, fais-le avec du monde qui savent quoi faire parce que c'est ultra dangereux. Tu peux crever. On s'entend. Puis tu peux crever en te réhydratant aussi. Tu peux te noyer si tu cales trop d'eau. Tes globules peuvent exploser. Ils peuvent exploser puis tu peux te noyer. Ce qui fait que, tu sais, ces connaissances-là, il faut que tu les aies si tu décides de faire des hydratations drastiques de même. Là. Parce que sinon, ton corps, c'est ton outil de travail. Ou ton outil de vie. Je veux dire, ton corps ne marche plus. Exact. Ben, moi, je l'ai fait. Puis je déshydratais beaucoup. Je déshydratais peut-être de 20-22 livres en 18 heures. C'est énorme, mais j'étais capable de le faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais plus capable de compétitionner à 185 livres, que je me suis battu pendant 9 ans de temps. Je me suis battu pour le championnat du monde à 185 livres. Mais avec les connaissances... Qui est gigantesque, disons-le. Exact. Les nutritions, la déshydratation, puis tout ça. Écoute, les gars, ils sont immenses là, à 185 livres. Fait que, veut dire, au talent égal, à un moment donné, le gabarit va peser dans la balance. Là. Ce qui fait que à 170 livres, après, les 4-5 dernières années de ma carrière, j'étais un gros bonhomme à 170 livres parce que je me pesais à 170, puis le lendemain, je me battais à 192 livres. T'sais. Fait que, tu sais, je gonflais comme Bob l'éponge un peu. On le voyait quasiment à l'œil nu. Mais ça, c'est des sacrifices que c'est toi qui choisis de faire ça. Mais écoute, ça, oui. Ça, c'est... Puis souvent, ceux qui réussissent, qui manquent le poids, ils brisent mentalement, encore une fois. Tu sais, ton corps est fait de 70% d'eau. On s'entend, là, s'il veut, ta tête suit, le corps va suivre. Mais c'est un état d'inconfort dégueulasse. C'est un état d'inconfort suprême. S'il te plaît, parle-nous. C'est quoi la déshydratation? Voilà. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est simple. Il faut que tu fasses sortir l'eau de ton corps pour perdre du poids, pour arriver au poids limite de la balance. Ce qui n'est pas une bonne idée. Au point de vue médical, c'est une très mauvaise idée. Mais tu veux quoi? Du point de vue médical, c'est une très mauvaise idée parce qu'en médecine, ils vont te montrer comment réhydrater quelqu'un. Ils vont jamais te montrer comment te déshydrater à l'université en médecine. Là. Ça n'existe pas des cours de ça. Ce qui fait que... Tu sais, à un moment donné, ceux qui se sont spécialisés dans les coupes de poids, ben ils ont fait ça avec essai-erreur, puis là, ils développent un système pour arriver à leur fin. Science. Exactement. C'est ça. Fait que c'est contre nature, c'est contre médical. Tu sais, je veux dire, c'est impensable de faire ça volontairement. On s'entend. Mais il y a une grande préparation à faire si tu veux faire une coupe de poids. Tu sais, demain, tu sais, je dis que je me déshydratais de 20-22 livres en 18 heures. Je ne pourrais pas faire ça demain. Là. On s'entend. Il y a une préparation à faire pendant le mois avant la déshydratation au niveau de l'alimentation, au niveau du sodium, au niveau de... Tout est calculé sur qu'est-ce que tu vas manger pour baisser ton body fat le plus bas possible. Il y a une mauvaise croyance là-dessus que tu vas regarder quelqu'un, puis le gars, il n'a pas de gras pantoute, puis il est shred déjà, puis tu dis, lui, il va avoir de la misère à faire le poids. Ce qui est complètement le contraire. Il y a beaucoup plus d'eau dans le muscle que de l'eau dans du gras. Donc, c'est beaucoup plus facile de déshydrater un muscle que de déshydrater un gras. Donc, c'est pour ça que il faut que tu baisses ton body fat le plus bas possible pour avoir une coupe de poids la plus facile, entre guillemets. La moins douloureuse. Oui, la moins douloureuse, exact. Après ça, pendant la semaine, avant la déshydratation, il y a un loading d'eau qui se fait. Donc, ça veut dire que pendant 3 ou 4 jours, tu vas boire à peu près 7 à 8 litres d'eau par jour. Ça a l'air niaiseux, là, c'est pas facile. Ça fait mal. Là, ils disent, tu bois de l'eau. Tu vas te dire, après 3 litres, tu vas en avoir plein le cul. Là. Je vais te le dire, là, je te le dis. Là. Ça rentre plus. Non, ça rentre plus. Mais il faut que tu le fasses pareil parce qu'il y a un processus après 3 jours qui va s'installer dans ton corps qui s'appelle le flush naturel. Ce qui fait que tu vas aller aux toilettes à toutes les 15 minutes. Donc, il va flusher naturellement ton surplus d'eau et ça va amincir ta peau sur tes muscles. Donc, ce qui fait que toutes les toxines vont s'éliminer par eux autres mêmes. Je pense que c'est un processus que les acteurs font quand ils font du chest. C'est un truc pour... les acteurs qui ont l'air exceptionnels, ils ressemblent à ça pendant 1h30, pas plus. Là. Non, exact. Puis là, après ça, ben c'est ça. Là. Puis en plus, ça a l'air bizarre à dire, là, mais... tu sais, ton corps, vu que tu l'as surhydraté pendant 3-4 jours, quand tu vas commencer à faire ta déshydratation, aller dans le sauna habillé en bonhomme de neige, là, puis faire sortir ton eau, ben il n'y aura pas le traumatisme de « je vais en manquer ». Parce que pendant 3 jours de temps, tu en as donné, ce qui fait que les pores de peau vont ouvrir, puis là, tu vas commencer à suer, puis il va let it go. Parce que lui, dans sa tête de corps, là, mais tu sais, le corps réagit il n'est pas en choc
parce qu'ils pensent qu'il va en manquer. Donc, fait que c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une certaine limite que tu peux arriver. Puis vous la repoussez à chaque fois. Oui, exact. Puis la limite que moi, je l'ai poussée le plus, quand je me suis battu à Québec, c'est en 2014, c'était pour la finale du Ultimate Fighter. Puis on avait manqué un peu mon entraînement. J'étais trop gros musculairement. Ce qui fait qu'à la place de partir ma déshydratation à 192, on l'a parti à 196 livres pour faire 170. On rappelle, je me battais pas à 196, 170. Et là, on commence le processus, puis on savait que ça allait être peut-être un petit peu plus dur parce qu'on a quand même 4 livres de plus à déshydrater. Puis à la fin, tu sais, aller chercher juste une livre, aller chercher, avec la carte de crédit, tu te scrapes là, pour aller chercher la goutte qui tombe. Là, tu te dis, nice, OK, il y en a une qui est sortie. Puis le lendemain, la journée de la pesée, je me lève, j'étais à 172,4 livres. Il me reste, on a le droit à une livre de plus, là, donc je peux faire 171. Fait qu'il me reste juste une livre et demie à perdre. Mais je suis déjà à côté. Je suis vraiment à côté. Ma voix change. Mon teint vient gris. C'est horrible, je te dis. Là. Puis là, je faisais tout le temps ma déshydratation avec les mêmes personnes. La raison pourquoi, parce qu'il faut qu'ils te connaissent aussi. Tu sais, les 10 premières livres, là, tu ris, c'est drôle. Là, puis après ça, les 10 autres livres d'après, quand tu vois l'athlète qui parle plus, ça te donne plus rien d'y parler. T'sais, je dis, il faut que tu le connaisses à un moment donné, il faut que tu connaisses les phases de déshydratation. Puis après 15-20 livres que j'ai déshydraté, t'as bien beau être le clown le plus drôle du monde, ta joke, elle sera pas drôle. Là. Tu comprends? Fait que c'est impossible, ça arrive. Puis, commence à faire un autre processus, pas juste le surnom, mais un processus de bain aussi qui existe. Des bains chauds avec du sel d'Epsom qui aident à sortir les toxines et qui ouvrent les pores de peau rapidement. Et commence à faire le processus, 5 minutes dans le bain, 5 minutes en dessous des couvertes avec un sauna suit pour aller chercher cette livre-là. Puis après 25 minutes, je rembarque sa balance, puis je suis encore à 171,4 livres, 172,4 livres, 171, whatever. J'ai pas bougé, j'ai rien perdu, rien perdu. Là, c'est comme tu m'avais donné un coup de bâton dans les jambes. Là, je suis dit, fuck. Là, j'étais avec mon kinésiologue qui était toujours avec moi quand je faisais mes coupes de poids. Puis mon nutritionniste, là, lui qui s'occupait de ma bouffe, de ma déshydratation, il était parti à quelque part. Là, il l'appelle. Puis il s'appelle Jean-François Gaudreau. C'est lui qui s'est occupé de ma nutrition en 70. Toutes mes coupes de poids, on les a tous réussi. Puis il est arrivé dans la chambre d'hôtel. Puis on était une demi-heure avant de partir pour l'aréna pour la pesée. Il est arrivé dans la chambre d'hôtel. À partir de ce moment-là, jusqu'à temps que je mette le pied sur la balance devant 10 000 personnes au Colisée, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai un blackout total. J'ai coupé 26 livres en 18 heures, puis c'était beaucoup trop. beaucoup trop. Alors, tu étais un petit peu un mannequin, un robot, là. On te prenait par la main. Ouais, je veux pas dire que j'étais pas loin de crever, là, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Moi, te dire, là, puis je me souviens que mes yeux, ils suivaient plus ma tête. Je faisais ça de même, là, mes yeux, ils suivaient après. Là, je me what the fuck, là, ça va-tu revenir? Après, c'est revenu, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il me l'a dit ce qu'il a fait, là, mais je m'en souviens pas. Après ça, on est descendu en bas, on a pris l'autobus, on est allé à l'aréna, on a attendu, je suis monté sa balance, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens, j'ai mis sa balance, l'annonceur, il a dit 171 on the nose. J'ai fait, all right, j'ai flexé, puis là, je suis revenu. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai eu un blackout. C'est un truc que j'entends souvent des combattants qui connaissent ce milieu-là, les peser, puis montrer les muscles et les deux faces une contre l'autre. Quand tu connais ça, ça te fait rire parce que tu sais que les deux gars, ils veulent pas se battre. Ils sont pas là, ils ont mal à la tête, ils ont juste hâte de boire un verre d'eau. Ouais, exact. C'est juste une mise en scène. Oui, puis tu sais, c'est le fun aussi. Pour le spectacle, c'est le fun, mais dans le face-à-face, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu peux rentrer dans la tête du gars, tu peux le feeler, tu peux l'impressionner. Il y a du monde qui faisait des face-offs là, assez impressionnants. Là. Lui qui était vraiment intimidant aussi, là, qui s'appelait Vanderlei Silva, il te regardait dans les yeux, mais on dirait qu'il te regardait en arrière de la tête. Là, tu peux te faire intimider, puis il y a déjà peut-être une partie du combat que tu peux gagner dans le face-à-face à peser. Puis ça arrive souvent, puis il y a du monde qui... Tu arrives au face-à-face, il y a du monde qui sont pas capables de regarder dans les yeux. Il y a du monde c'est un autre stratégie peut-être, mais il y en a qui veulent te regarder dans les yeux puis ils veulent essayer de t'intimider, puis ça part de là. T'sais, aussitôt que le face-à-face arrive, là, là, it's on. Là, ça veut dire, OK, là, c'est vrai, là, la pesée est faite, on recule plus. Là, c'est le face-à-face est fait, fait que c'est parti. T'sais.
est-ce que tu haïs vraiment tes adversaires? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'haïr un gars avec qui tu te battais? Non. Haïr, non. Non, jamais. Pour vrai, puis je pense que c'est pas une bonne stratégie non plus. OK, pour commencer. Parce que, tu sais, si tu veux juste faire mal à l'autre, si tu veux juste il pète à la gueule, puis juste aller le cogner, c'est sûr que tu vas perdre. Mais on s'est arrivé avec McGregor. Il a fait ça avec un de ses adversaires. Mm-hmm. Il savait qu'il va me faire tel coup de poing. Exact, avec José Aldo. Mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, le building d'un combat, il y a des combattants qui sont ultra bons pour rentrer dans la tête de l'adversaire puis les déranger. McGregor, c'est un des meilleurs là-dedans. Mais oui, puis quand tu arrives et tu te bats avec Langer, l'affaire que tu fais, c'est que tu vas oublier tout. C'est quoi l'aspect du sport? Je comprends que le principe, c'est de se taper sa gueule, mais il y a beaucoup plus que ça, tu comprends? Il y a la stratégie, il y a de l'avoir comment tu as étudié ton adversaire. L'écoute pour observer l'autre. Absolument. Absolument. Fait qu'il faut pas que tu te laisses, dans ces combats-là, faut pas que tu te laisses. Il y a beaucoup d'émotions, mais faut pas que tu te laisses leader par tes émotions. Parce que c'est sûr que tu vas faire une gaffe. 100%. Faut que tu sois le plus zen possible dans cette situation-là qui est pas facile. Qui est tout croche, qui n'a pas de sens. T'es pas censé être zen tout nu devant 20 000 personnes qui disent que exact. C'est tellement bizarre comme sport. Comment tu vis avec le seul truc que je comprends, c'est un peu la mise en scène du combat. Là. Qu'est-ce que tu penses et comment tu as vécu l'avant-combat, là, insulter l'autre, déconner? Est-ce que tu vis bien avec ça? Est-ce que tu sais que c'est un jeu? Vu que tu as vécu l'armée pour toi, c'est... Ouais, ben, moi, j'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup de trash talk comme tel. Si tu commences... C'est sûr, moi, celui, par exemple. C'est sûr. Ouais, moi, je suis doux. J'ai vu ça sur Twitter. T'es doux. On te cherche. Oh! Ben oui, puis tu sais, je pense que j'ai la répartie facile. Puis tu sais, je suis capable de répondre. Le truc pour la répartie, c'est intelligent. Si t'es pas intelligent, t'as pas de répartie. Je suis capable de faire du tac au tac. Je suis capable de répliquer quand même assez rapidement. Mais... C'était pas mon style. J'aime les gens sur Twitter qui s'en prennent à un gars qui fait du combat ultime. Je sais pas c'est quoi vos vies. Voyons! Ça me fait rire. Puis des fois, j'écris des affaires, puis je le fais lire à ma femme avant. Je dis ça, tu écris ça. Elle dit non, écris pas ça. Ça finira plus jamais. Là, fait que, mais oui, Twitter, ça, c'est un autre combat, une autre histoire. Là. Mais l'affaire là-dedans, c'est que tu peux pas t'improviser à être un bon trash talker. Je comprends. Tu l'es ou tu l'es pas. Il y en a qui ont pris beaucoup d'exemples sur Conor McGregor qui est imbattable à ce jeu-là. Puis il essaie de faire un peu comme lui parce que maintenant, c'est rendu un spectacle sport et non pas un sport-spectacle. Ça ressemble beaucoup à la lutte. Il faut que tu vendes. Il faut que tu te vendes toi-même. T'es comme une petite PME, dans le fond. Fait qu'il faut que tu te vendes, toi. Sauf que tu peux pas te dénaturer en essayant de faire du trash talk puis d'envoyer chier tout le monde. Puis, ça marche pas. Il y a une façon de le faire. Puis McGregor, il le fait, mais il n'envoie jamais chier personne. Il va l'insulter, mais il connaît son adversaire. Il connaît par où ce qui est passé. Il connaît sa famille. Il connaît... Tu sais, des fois, ça va peut-être trop loin. Oui, des fois, il dit des choses dans la langue de l'autre. Oui. Puis des fois, ça va loin. Mais pourquoi ça dérange tant que ça? Mais c'est parce qu'il est au courant de ce qu'il va dire. Il est au courant de son adversaire, qui est. Ce qui fait que, tu sais, trash talk, c'est pas juste envoyer des insultes à gauche, à droite, là. Tu sais, je veux pas dire qu'il y a une technique, là. Bien sûr. Mais tu l'as ou tu l'as pas. Bien sûr. Il y a une technique. Moi, je suis d'avis que c'est un art. C'est un art, l'art d'insulter. C'est un art de... Oui, c'est un spectacle, c'est... Puis c'est un art d'insulter, mais doucement. Puis le trash talk, c'est souvent ça. Tu vas dire quelque chose sans crier, mais pour que l'autre crie puis qu'il pogne les nerfs. Je comprends. Fait que... Puis quand t'es tellement en contrôle dans un trash talk, c'est déstabilisant. T'sais. Oh, wow! Ah, c'est donc cool, ça. C'est génial. C'est comment la business de UFC? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est aussi payant que ça devrait l'être? Pour vous, les combattants? Là? Non. Non, le partage des revenus est ridicule. Tout le monde l'a dit depuis très, très longtemps. En même temps, tu sais, moi, j'étais un peu méfié avec mes raisins là-dedans sur le monde qui se plaigne, mais qui continue à se battre pour eux autres. Tu comprends? Si t'es pas content de tes conditions, fais d'autres choses. Il y a d'autres ligues aussi. Hein? Il y a d'autres ligues? Oui, absolument. C'est sûr que l'UFC, je vais être bien honnête avec toi, moi, j'ai fait beaucoup plus d'argent en utilisant ces 3 lettres-là qu'en bourse de combat. Ces 3 lettres-là sont ultra, ultra monnayables, sont ultra puissantes.
quand tu es capable de les utiliser à l'extérieur de l'octogone. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dis qu'il y a d'autres organisations, tu as absolument raison. Mais tu vas aller dire à monsieur, madame, tout le monde, tu es champion du monde de Bellator. Ah, cool, c'est le fun, c'est cool. Mais tu vas dire, je me bats dans le premier combat de la sous-carte, parce qu'il n'y a personne au UFC. Man, t'es un UFC fighter. Fuck, wow. Ces 3 lettres-là sont tellement rendues puissantes que, on parlait des opportunités tantôt, il faut que tu vois les opportunités que tu es capable d'aller chercher avec ces 3 lettres-là. J'ai fait la belle argent en tant que bourse de combat. Je ne suis pas à me plaindre. Mais il reste que ces 3 lettres-là, je les ai surutilisées et je les surutilise encore à profusion parce que c'est ça que je suis. Je suis un ancien combattant du UFC. Tu ne pourras jamais te l'enlever. Exactement. Puis ces 3 lettres-là sont tellement, mais tellement monnayables. Puis ça l'a été pendant des années. Il y a des années qui ont été encore beaucoup plus lucratives, là. Mais encore aujourd'hui, là, tout le monde connaît ces 3 lettres-là. Ouais. Le monde ne savent même pas c'est quoi du combat ultime. Ils savent, ça, c'est du UFC. Exact. Ben, c'est ça que je te disais. Il y a du monde qui viennent au gym et ils veulent faire des cours du UFC. Ouais. C'est pas ça, le sport, tu comprends? Mais c'est ça, mais c'est rendu là, tu comprends? Fait que faut que tu sois un peu plus... je veux pas dire intelligent, mais il faut t'ouvrir tes horizons un peu plus, d'être capable de tantôt, je disais que tu étais une petite PME. Ben, il faut que tu sois capable d'aller chercher plus de branches avec ces 3 lettres-là. Tu sais, moi, j'ai bâti mon... Ton branding? J'appelle ça mon branding, puis mon patrimoine, tu sais, ma famille, des choses comme ça, en utilisant quasiment à tous les jours ces 3 lettres-là. Tu sais, même à retraite, même en me donnant aucun coup de poing sur la gueule, j'ai fait énormément d'argent avec ces 3 lettres-là en les utilisant ailleurs. T'sais. Wow. C'est impressionnant. Comment il est Dana White? C'est un boss, là. C'est parce que je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. L'affaire, c'est que moi, en 2004, j'ai sauvé leur main event. Okay, on s'entend? Ouais. Fait que j'ai toujours une bonne relation avec l'organisation. J'ai participé à The Ultimate Fighter, la 4e saison en tant que combattant. Je l'ai coaché aussi plusieurs années après, en 2013. Mais il reste que en 2008, je me suis battu pour le championnat du monde. Je me suis blessé, j'ai perdu le combat, je me suis blessé pendant le combat. Bad luck au mauvais moment. Après ça, j'ai été out pendant 1 an et demi. Et là, j'ai perdu mes 2 combats d'après. Puis, ils m'ont sacré dehors. Fait que là, j'ai compris que... J'avais toujours une bonne relation avec eux autres. Mais là, j'ai compris, tu sais, avant d'être mon ami, c'était mon boss. Puis ce gars-là, pardon, c'est un businessman. Tu sais, puis il est bon dans ce qu'il fait. Tu sais, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste que ça prend un gars de même avec une tête de cochon pour leader une organisation comme ça. Tu sais, pour être un porte-parole de cette organisation-là. Fait que, oui, écoute, je veux pas rien d'autre dire que c'est un businessman. Tu sais, s'il peut faire de l'argent avec toi, il va être vraiment gentil. Mais si tu donnes un bon spectacle, par exemple, il va te garder aussi. OK. Tu sais, il peut t'aimer beaucoup. Ça explique pourquoi des Donald Cerrone restent aussi longtemps. Là. Exact. Puis, tu sais, des Dan Hardy dans le temps qui avaient perdu 4 combats de suite, s'est fait knocker 4 fois, mais il donnait des bons spectacles. Puis, après chaque pesée, il y avait tout le temps, et même encore aujourd'hui, il y a un meeting de combattants seulement et d'interprètes. Les coachs ne sont pas invités. Là. Tout de suite après. Ça dure 5-10 minutes. Puis là, il y a le pep talk de Dana White. Il dit de ne pas sacrer la télé, puis il dit que whatever. Hein. Puis il dit tout le temps la même chose. Il dit, moi, pour vrai, je m'en torche. Que tu gagnes, que tu perdes, je m'en fous. Il dit, si tu me donnes un bon spectacle, je te mettrai jamais dehors. OK, mais mettons... Ben, c'est sûr que je me plains un peu, là. Je me plains à ta place. C'est extrêmement anxiogène de t'avoir peur d'être mis dehors de cette organisation-là, qui n'a aucun syndicat, qui n'a aucune... Ben, t'as aucune sécurité. Voilà. T'as pas de chômage, t'as pas d'assurance-emploi, t'as pas d'association qui te protège pour des blessures ou pour ta retraite ou whatever. Fait que, tu sais, il faut que tu prennes soin de l'argent que tu fais. Il faut que tu prennes soin de ce que tu... Tu sais, à un moment donné, ça va finir, là. Tu sais, je veux dire... Tu sais pas quand. Tu sais pas quand. Puis tu peux avoir une grosse blessure, ça peut se finir demain matin. Et aussi, on parle beaucoup de la santé mentale. Pour la santé mentale, ce sport-là, ça doit être extrêmement difficile. Je peux comprendre un combattant qui, après un combat, fait plus jamais je remonte là. C'est trop bizarre, c'est trop... Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, te faire knocker, ça fait chier. Te faire passer une soumission, c'est plate, ça fait chier, il t'a eu. Mais te faire dominer d'un bout à l'autre sans te faire mal, ça, c'est rough.
Ça, là, c'est très difficile parce que tu te rends compte que tu te dis, ah, fuck, OK, je suis plus de calibre. là. Tu sais, mettons, tu sors d'un combat, puis le gars, c'est un grappler, mettons. Là. Puis il fait juste te contrôler. T'es comme dans un sort mouvant, t'es pas capable de rien faire, mais tu sors de là, t'as aucune égratignure, mais il t'a dominé, il a joué avec toi. Là. Hey, tu sors de là, t'as quasiment honte. Là. Pour vrai, c'est décrissant. Là. Pour vrai, c'est rough sur le moral. Là. Wow. As-tu déjà combattu... Nomme-moi pas de nom, là. Je veux pas de controverse ou rien, là. Je veux pas te mettre dans une position indélicate. Est-ce que tu t'es déjà battu contre un gars, tu fais, il est sur quelque chose? Oh oui, mais souvent. Ah, c'est comment tu te sens? Ben oui, ben souvent. Mais tu sais, c'était pas une surprise. Je veux dire, au début, là, avant que ça devienne, les tests viennent un peu plus élaborés, en 2017. Ça, c'est des tests olympiens, là. Oui, exact, avec l'USCDA. Mais avant ça, là, je veux dire, c'était ridicule. Les gars avaient des trapèzes aux oreilles. Ils arrivaient, puis ils étaient crinqués. Puis, la plupart de des combattants en début de carrière que j'ai affrontés au UFC étaient tous sur le stock. Là, mais déjà, il y en a un, Anderson Silva, c'est sorti, qui prenait des stéroïdes. Là. Ah, mais il y en a plein. Là. Puis, c'est ça que j'aime. Le sport n'est pas parfait au niveau des tests. Il y a du monde qui triche encore aux Olympiques, fait qu'ils vont tricher pas mal partout, je te dirais. Là, des tricheurs, va tout le temps en avoir. Mais ce que j'aime beaucoup de l'USCDA, c'est qu'ils font pas de choix de qui ils vont tester ou qui vont sortir, qui vont bannir. Fait qu'il y a eu des nobody, puis il y a eu des grandes vedettes qui se sont fait prendre, qui se sont fait suspendre. Dans les autres ligues professionnelles, ils savent qui pas tester. Ils vont jamais tester les LeBron James NBA. Jamais, ça va jamais arriver. C'est ça. Fait que ça, je trouve que c'est bien. Puis il n'y avait pas le choix de faire ça pour... Tu sais, veut pas, ça reste quand même un sport qui est tabou, c'est un sport qui est violent. Puis c'est pas tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct. Puis j'essaie pas de vendre ce sport-là pour que tu aimes ce sport-là. Moi, je l'ai tatoué d'en face, ce sport-là, pas juste à cause de mes oreilles, mais je veux dire, je l'ai tatoué sur le corps, ce sport-là, puis je vais toujours être un ancien combattant, je vais toujours être un ancien athlète. Puis quand je parle de ce sport-là au monde, je m'en torche que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça. Mais pour moi, c'est important que tu comprennes où ce que le sport est rendu aujourd'hui. Comment que les athlètes s'entraînent. Le respect que tu as envers ces athlètes-là aussi. Donc, puis des athlètes qui s'entraînent de plus en plus avec des connaissances pour empêcher d'aller chercher du stock, justement, pour augmenter le performance. Puis oui, c'est un sport qui est violent, mais la violence, tu sais, la relation que tu as avec la violence à travers le sport que tu regardes, ça t'appartient, ça. T'sais, moi, je trouve ça bien plus violent cross-check dans le dos en bande au hockey que deux gars d'entraîner qui savent ce qu'ils font dans un octogone puis qui vont aller, oui, se donner des coups de poing, mais ils se donnent pas des coups de pelle, là, tu comprends? Fait que le but d'un combat, c'est sûr, on va se frapper dessus. Puis quand tu regardes ça, il faut que tu sois conscient que c'est ça que tu regardes. Tu sais, au hockey, je veux pas partir sur la violence au hockey, là, mais je veux dire, le but du hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Là. Ouais. C'est pas donner des slashings sur les chevilles. Fait que pour moi, ça, je trouve ça bien plus violent, cross-check, blindside, que deux gars d'un octogone qui savent ce qu'ils font entraîner. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'un argument que j'ai souvent, c'est, selon moi, la NFL, c'est beaucoup plus violent et dangereux que les sports de combat. Parce que vous, les sports de combat, tu sais ce que tu fais. Et surtout, c'est égaux les poids. Dans la NFL, il y a des gars de 300 livres qui frappent des gars de 185. Ouais, puis on s'entend, ceux qui sont sur la ligne, c'est des casse-à-casse à tous les coups. Puis, évidemment, les tests au niveau des commotions cérébrales ont été beaucoup améliorés dans la NFL. Et ce qui est beaucoup reproché dans les arts martiaux mixtes aussi, c'est comment le combat se termine. Puis ça a l'air barbare de me pitcher dessus quand il est déjà assommé puis que de le finir à coup de coude, à coup de poing. Au niveau de l'image, c'est vrai que ça a l'air ultra barbare puis ça a l'air ultra dégueulasse puis violent. Mais, point de vue médical, c'est 10 fois plus sécuritaire, ça, qu'un compte de 8 à la boxe. Parce que le combattant se défend plus intelligemment, le combat arrête. Tu lui donnes pas une chance de se relever après qu'il soit déjà commotionné parce qu'il sait qu'après 8 secondes, il lève ses poings puis il peut avancer. Mais c'est la mémoire musculaire. Oui, exact. Il sait, lui, peu importe ce qui arrive, il va lever ses... Exact. Fait que c'est sûr que visuellement, ça a l'air barbare, mais point de vue médical, là, c'est beaucoup plus safe, ça. C'est brillant ce que tu dis parce qu'un truc qui a été avancé par plusieurs médecins scientifiques
Ce qui est grave des commotions cérébrales, c'est pas les au football américain, c'est le sport que je connais un peu plus, c'est pas les trucs spectaculaires, c'est des petites commotions répétées. Ouais. C'est les gars de ligne qui ont des commotions à chaque pratique, à chaque match, qui s'additionnent. Ça, c'est épouvantable. Ben oui, parce que c'est une après l'autre, une après l'autre. Et on voit rien. Tu fais, non, c'est correct, c'est des gros gars. Ils peuvent en prendre. Non, une tête, c'est une tête. Je m'en fous combien tu pèses. Puis, tu sais, de plus en plus, ça sort, tu sais, les CTA puis des affaires comme ça. Tu sais, puis les gars, ils tuent leur famille. Des affaires. Je peux même en parler. Siao, je veux dire, Puis, ce qui est plate, ben oui, c'est plate là-dedans, c'est que tu peux pas vraiment diagnostiquer ça avant que le gars crève. Parce qu'il faut que tu ailles slasher le cerveau. Fait que, tu sais, il faut qu'il pousse encore plus les tests, puis peut-être améliorer les tests encore puis faire plus attention aux athlètes. Mais, tu sais, je veux dire, le gars, là, s'il fait, je sais pas, 50 plaqués dans l'année, là, il va avoir un bonus d'1 million. Là. Avec son petit mal de tête le matin, il s'entorche. Il va mettre son casque puis il va y aller par là. Il y a un joueur de football, c'est Jones Drew qui était ça, un porteur de ballon pour les Jaguars de Jacksonville dans les années 2000, qui disait « Faut faire bien plus qu'on frappe à la tête qu'au ligament. » Parce que mes ligaments, je peux pas aller sur le terrain. Une commotion, je peux faker au médecin. Et aussi un truc horrible, allons là-dedans. Quand il a commencé à avoir des tests sur les cerveaux, il y a un joueur de football américain qui était très, très, très malheureux, puis il s'est dit je vais mal. Le lendemain, il est allé signer ses papiers, qu'à ma mort, tu peux observer mon cerveau, il s'est suicidé avec un coup de fusil dans l'estomac pour être sûr que son cerveau allait être étudié. Wow! Ça, c'est quand même... ça, t'es rendu au mal de vivre, là, pas à peu près. Ouais, c'est horrible. Mais tu sais, c'est des sports de contact, c'est des sports qui sont dangereux. C'est dangereux. Tous les sports de contact, c'est dangereux. Puis, en même temps, encore une fois, c'est tous des volontaires qui sont là. T'as raison. Puis je veux pas... Minimiser. Je veux pas minimiser pas la faute, là, mais je veux dire le syndrome, des choses que ça, la responsabilité, mais il reste que... Il y a du monde qui paye pour aller les voir pareil. T'sais. Fait que c'est qui le pire là-dedans? C'est-tu l'athlète ou c'est le gars qui va payer pour le gars qui se fait passer le knockout? T'sais, à un moment donné, il faut on sait tous, on sait si on regarde. Il n'y a personne qui est surpris comme pardon. Ouais, il a mal à la tête après un coup de poing sur la tempe. C'est ça. Qui aurait cru? Quand est-ce que tu t'es dit, ça va faire d'avoir des coups de poing sur la gueule abandonnés? Quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, ma femme est tombée enceinte. Ça a été... on n'est pas né le 16, on est le 15? Oui, 15 janvier 2021. Le 17 janvier 2016, ça a été ma dernière victoire au UFC. C'était à Boston. Puis j'ai knocké le gars au deuxième round. Puis c'est le même soir que ma femme m'a dit qu'elle était enceinte de ma fille. Ça a été comme j'ai encore des frissons. C'est la meilleure journée de ta vie. Ça a été la meilleure journée de ma vie, ça, pour vrai. Puis, ça fait beaucoup Puis, j'étais quand même en fin de carrière. Sauf que là, j'étais sur une bonne streak là, à 170. Je venais de gagner mes 4 derniers combats. Puis là, j'étais prêt à passer peut-être à un niveau supérieur pour savoir où est-ce que je me classais peut-être dans le top 10, dans le top 15 mondial. Puis, je me suis battu contre un gars qui s'appelle Cowboy Cerrone, justement. Ça a été un des très, très mauvais combats dans ma carrière. J'ai eu une soirée off, puis lui, il a une soirée très, très bonne. Ça se passait à Ottawa, en plus, chez nous. Puis ça a été justement ce genre de combat que je te disais tantôt, quand tu te fais dominer, tu te fais pas faire tant mal que ça, mais tu es tout le temps un step en arrière de qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu es comme dans un sable mouvant, puis là, tu lances un coup de poing, ils vont dire que tu es dans une piscine, tu dis, il arrivera jamais, puis là, tu te fais pincer, tu sais. Fait que ça a été un combat. Après ce combat-là, je pensais prendre ma retraite. Vraiment, là, tu sais, puis tout le monde était bien, tu viens de gagner tes 4 de ces 5 derniers combats, c'est juste un... Mais pour moi, c'était le combat pivot. Savoir si, en battant Cerrone, je partais sur un autre run pour un title fight ou j'étais plus capable de compétitionner à ce niveau-là. Je venais de signer un contrat de 4 combats avec le UFC aussi. Fait que commence à jaser avec ma femme. Puis on savait que ça s'en venait, on savait pas quand. Là, ma fille est née. Partir de la maison le matin, aller s'entraîner 3 fois par jour, c'était beaucoup plus difficile. Fait que là, ça changeait beaucoup de choses aussi. Puis moi, dans ma carrière, depuis le premier combat, je me suis toujours dit, je ferai jamais le combat de trop. Je vais arrêter avant, même si je suis encore là. C'est pas vrai que un combat va effacer tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Pas vrai que le monde va dire, il aurait peut-être pas dû faire ce combat-là, puis il parle de ce combat-là, puis il parle pas de ma carrière. Puis
sais, aujourd'hui, j'ai perdu mon dernier combat, c'était contre Thiago Alves le 9 avril 2017. Puis j'ai perdu ce combat-là, mais ça a été vraiment un combat spectaculaire. Ça a été vraiment le fun. Puis c'est niaiseux, mais j'ai saigné dans ce combat-là, puis j'étais content. Tu sais, j'ai tout eu qui existe dans les arts martiaux mixtes. On s'est battu au sol, on s'est frappé, me donné des coups dans les jambes, ça a fait mal, mon corps a gelé pendant 5 secondes, mais ça t'ouvrait sur le dessus de la tête. Tout était parfait, à part que j'ai perdu. Mais c'était un combat qui réunissait pas mal tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis j'avais pas dit à personne que c'était mon dernier combat. Moi, j'avais décidé 1 mois et demi d'avance que c'était mon dernier. Déjà, faire ce combat-là, ma femme n'était pas très d'accord avec ça, mais elle a toujours été vraiment... Elle m'a toujours supporté là-dedans. Mais, tu sais, elle dit, t'as pas besoin de ça. J'étais placé depuis au moins 2-3 ans. J'étais déjà placé. Je me battais pour le fun et non pas parce que j'en avais besoin tant que ça. T'sais. Puis, c'est ça. Puis, quand le combat est fini, j'ai mis mes gants dans le centre de l'octogone. Puis, Joe Rogan, qui est quelqu'un que je côtoie depuis très longtemps, on est quand même des bonnes connaissances, pas des bons amis, mais des bonnes connaissances. Il est venu faire une entrevue avec moi. Il a fait une entrevue avec le perdant parce qu'il a vu que j'avais mis mes gants au sol. Fait que là, j'ai annoncé que je prenais ma retraite. Puis, personne ne savait. Ma femme ne savait même pas non plus que c'était mon dernier combat. Parce que je voulais... Tu sais, quand je te disais les feelings que tu as uniques quand tu fais quelque chose, la marche vers l'octogone, même la dernière coupe de poids, la dernière fois que Bruce Buffer dit mon nom, la dernière fois que la porte se ferme, moi, je voulais vivre ça tout seul. Je voulais pas que personne partage ces moments-là avec moi pour être sûr et certain que j'ai pris la bonne décision, qu'il n'y a personne qui partage. J'ai pris tous ces derniers moments-là, puis je savais qu'il y avait juste moi qui le savais que c'était la dernière fois. Fait que c'est pour ça que j'ai pas dit ça à personne, puis je me suis dit, je vais prendre ma retraite comme ça. Puis tout le monde a compris après, là, quand je leur ai expliqué. Mais puis après ça, je suis sorti de là et j'ai fait je suis content de l'avoir fait parce que tous les pas que j'ai faits en m'en allant vers l'octogone, je savais que c'était mon dernier. Puis j'ai apprécié tous les moments, toutes les fois. T'as savouré? Ouais. Ah, génial. Je trouve ça beau et poétique. Wow. Puis, le monde me demande si je m'ennuie aujourd'hui. Absolument pas. Je m'ennuie pas du sport. Puis là, je pense que... Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Étienne Boulay de ça à un moment donné parce qu'il avait aidé pour faire un film de football, la chorégraphie, puis il y avait le coach des Alouettes qui était là, puis il était encore assez en bonne shape, Étienne. Puis il m'avait demandé, tu sais, si je voulais aller faire le camp d'entraînement. J'ai dit, tu sais, Étienne, il a pris sa retraite à cause des commotions cérébrales. J'ai dit, Étienne, tu t'ennuies pas du sport, tu t'ennuies du vestiaire, tu t'ennuies de voyager avec tes boys, tu t'ennuies de l'équipe. Si tu t'ennuies de jouer au football, va au parc lancer le ballon de football, là, je vais y aller avec toi, là, tu vas être rassasié. Puis c'est ça le danger d'un athlète professionnel quand il prend sa retraite. C'est ces moments-là qu'il va être incapable de recréer ailleurs. Tu sais, moi, marcher vers un octogone, là, le feeling, là, pense pas me retrouver ça quelque part. Tu comprends, là? C'est comme sauter en parachute. J'ai bien beau te l'expliquer, si tu l'as pas fait, tu sais pas que t'as le cœur, tu restes dans l'avion, tu sais. Fait que c'est ça qui guette les athlètes. Quand ils ne sont pas bien préparés pour prendre la retraite, c'est qu'ils vont rester accrochés à ça. Puis c'est un sport qui est tellement dangereux, tu sais, que si tu n'es pas là à 100% physiquement pour faire le sport, que tu es là juste pour les sensations que ça t'apporte à l'extérieur de la cage, t'es fini. Wow, c'est beau. Wow. Il y a un truc je veux t'entendre là-dessus. Tu as un gym? Oui, je suis impliqué dans plusieurs choses. Moi, je pense que c'est ça ma force. C'est que j'ai l'esprit très, très ouvert. Puis je suis éparpillé. Mais dans ma tête, je suis pas éparpillé. Je comprends exactement ce que tu faisais. Il y a 2 ans, j'ai ouvert un gym avec 4 de mes amis, qui sont des partenaires, mais 4 de mes amis, qui s'appelle le Centre XPN, qui est à Saint-Hubert, à côté des promenades Saint-Bruno. Puis, super beau projet. Écoute, je te mentirais si je te disais j'ai ouvert un gym pour faire de l'argent. Là. On s'entend que c'est... Mais ça m'a amené... Je connais pas ça. C'est pas payant? Bon, ça prend du temps avant d'être rentable. On commençait à être rentable quand la pandémie a fait ça. Ouais. Sauf que, tu sais, moi, je vois ça comme tu pars quelque chose pour aller chercher 10 autres affaires. Moi, ce gym-là m'a amené à faire plein d'autres affaires à cause que j'avais un gym. T'sais, ça donne des ouvertures sur plein d'autres affaires. Moi, c'est comme ça que je pense. Si je fais quelque chose, c'est parce que je sais que ça va m'amener 5 autres affaires. C'est comme ça que je prévois mes affaires. Puis le gym, je savais que j'allais pas me mettre millionnaire avec ça. Ça allait probablement me coûter de l'argent pendant des années. Mais directement, à cause que j'étais propriétaire d'un centre sportif,
il allait y avoir plein d'autres affaires que j'aurais pas pensé qu'elle allait arriver ou qui n'auraient jamais arrivé si j'avais pas ouvert ça. T'sais. J'arrive pas à voir qu'est-ce que tu peux obtenir avec un gym. Ben, écoute, on a les records Guinness qui sont venus à notre gym pour un record Guinness de burpees, qui nous a donné énormément de visibilité. On a eu des émissions de cuisine qui sont venues dans notre gym aussi. J'ai participé à des émissions de cuisine de mise en forme. On a eu des shows d'RDS qui sont venus, des fit challenge qui sont venus aussi. Fait plein de choses comme ça, tu sais. Puis il y a eu beaucoup de publicité autour de ça, autour du gym. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu pars des affaires, puis un coup que c'est fait, ben, tu essaies d'en tirer le plus Qu'est-ce que tu penses de la fermeture des gyms avec la pandémie? Écoute, moi, je suis quelqu'un qui croit en la médecine. Je suis quelqu'un qui croit au vaccin. Je suis quelqu'un qui croit également qu'il y a un virus. Ben oui. Puis ça, c'est correct. Cependant, je trouve que le message est tellement pas clair. Puis je m'explique là-dessus. Puis c'est pas pour bâcher sur d'autres entreprises. C'est juste l'incompréhension que moi j'avais. Tu sais, moi, mon gym est fermé. Quand ils nous ont donné le go de réouvrir, on a investi de l'argent pour être le plus sécuritaire possible. Au niveau scientifique, au niveau chiffres, il n'y a aucune donnée qui est sortie pour dire que notre entreprise est dangereuse pour la propagation du virus. Tu sais, en premier, les règles qu'ils nous avaient données, là, c'est que tu rentres avec un masque au gym. Pour aller au vestiaire, il faut que tu mettes ton masque. Puis un coup que tu t'entraînes, tu peux l'enlever. Je comprends pas. Tu sais, je dis, quand tu t'entraînes, c'est là que tu craches partout. C'est là que tu es essoufflé. Il me semble que c'est là que les gouttelettes s'en vont partout. Ouais. Fait que là, elles sont fermées. Puis une autre affaire aussi, c'est que pas loin de mon gym, tu as un centre d'escalade qui est là, qui est ouvert. Puis pendant que moi, je suis pas le droit d'être ouvert. Puis écoute, c'est pas parce que j'en veux au centre d'escalade, c'est juste que le message est incompréhensible. Je veux dire, contre le mur, je souffle. Tu vas pas laver tes prises à toutes les fois. Là. Les jeux d'évasion qui sont 8 dans une pièce de 15 par 15 fermée. Le but de jeu d'évasion, c'est d'être coincé. Mais ça, c'est correct. Mais aller au gym, qui est pas ça. Puis honnêtement, là, c'est pour moi, mon entreprise, oui, ça me fait chier que ça soit fermé. Mais ça me fait chier encore plus de voir qu'on ne voit pas le bienfait de l'activité physique. Qu'on n'encourage pas l'activité physique. Moi, ce qui me dérange dans le message du gouvernement, premièrement, c'est que le médecin fait de la politique et le politique fait de la médecine dans leur conférence de presse. Je me suis aventuré sur ce sujet-là sur Twitter. Oui. Puis, le pire endroit, là. Oui, non, mais tu sais, au moins le message passe plus vite. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de monde. Puis c'est pas pour me mettre sur le dessus de tout le monde, mais il y a tellement de monde qui sont mal informés, qui pensent qu'ils sont bien informés. Parce que moi, j'avais dit, pourquoi qu'on parle pas? Pourquoi que lui qui s'occupe de la santé parle pas de santé? Pourquoi qu'il parle pas de la prévention, de l'importance d'être en santé, de l'importance d'être bien supplémenté pour monter ton système immunitaire, pour contrer justement la gravité de ce virus-là? Là, je me suis fait ramasser. Il dit, tu penses que prendre des suppléments de zinc, ça t'attrapera pas le virus? Il dit pas ça. T'as jamais avancé ça. Pas ça. T'as jamais dit, si tu te casses une jambe, mange un pamplemousse. T'as jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, ton système immunitaire, plus qu'il est solide, plus qu'il va être... T'as dit solide, pas infaillible. C'est une belle nuance. Plus qu'il va être capable de se défendre face à un virus. Et c'est ça qui est important. Tu sais, le surpoids, puis le monde ne comprenne pas comment que le corps marche. Parce que le monde est... Tu sais, ils vont manger des affaires, puis ils vont dire « Oh, j'en ai là-dedans. » Mais ils disent oh, « Je comprends pas, je mange bien, puis je perds pas de poids. » Mais tu viens de répondre à ta question dans ce que tu m'as dit. « Je comprends pas. » Tu viens de commencer ta phrase avec « Je comprends pas. » Effectivement, tu comprends pas. Fait que, tu sais, la supplémentation, tu peux l'avoir dans la nourriture, mais... Des fois, tu es en carence aussi. Tout le monde est en carence de quelque chose. Ce qui fait que le corps, moi, ce qui me fascine, c'est que tu peux mettre de la marde là-dedans puis il va bien fonctionner. Tu sais, c'est une F1, le corps. Fait que si tu mets du sans-plomb, il va te le dire, là, tu vas décupler tes performances, pas sportives, mais au niveau de la santé. Puis c'est ça que moi, je trouve ça plate qu'on parle juste du résultat
et non pas du terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est ton corps. Là. C'est sur le terrain qu'il faut que tu agisses en premier avant que le virus arrive. Ça veut pas dire que tu vas pas le pogner, le virus, mais il y a des moitiés de bonnes chances que tu donnes des outils pour le combattre. C'est des probabilités. Exact. Tu mets les probabilités de ton côté. Puis, c'était ça mon point, c'est que je comprenais pas pourquoi qu'on fait pas la promotion de ça, qu'on n'en parle pas plus. Ouais, puis t'as pas dit que c'était essentiel, il y avait juste ça, c'est de l'information. Tu veux qu'il y ait de l'information. Parce que, à un moment donné, là, OK, on sait, il faut se laver les mains, on sait qu'on faut... Mais à un moment donné, es-tu capable de changer ton discours, puis t'as à peu près toute la population du Québec qui est là, qui t'écoute, puis qu'ils sont ignorants sur la nutrition. 90% de la population ne savent pas quoi manger. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux autres, pour la santé. Je ne suis pas un maître de la nutrition, mais je me suis formé en nutrition sportive, puis j'ai des connaissances plus que Luc de Greenfield Park, là, tu comprends? Fait que, à un moment donné, j'essaie juste de donner des outils. Mais après ça, tu te fais ramasser, puis tu te dis, tu penses qu'avoir mangé de la vitamine ou prendre de la vitamine B, ou de la vitamine C, ça va m'empêcher de crever du virus. C'est pas ça, j'ai dit. Non. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le message, à un moment donné, par les dirigeants de la santé, devrait de faire la promotion ou la prévention plus que de parler des cas qui sont déjà là. C'est nuancé ce que tu dis. Moi, c'est pour ça que ça me faisait autant rire de te suivre là-dessus sur Twitter, c'est que ton message était si nuancé et les réponses étaient si idiotes. Ouais. Il y a jamais, je criais avec mon téléphone, il dit pas ça! Il dit pas ça! Ouais, c'est ça, le gars, il dit pas ça, man! Le gars, Pas parce que t'as jamais prétendu que t'étais un scientifique, t'as jamais prétendu que tu savais tout. C'est juste que moi, je m'intéresse à cette science-là, voici ce que j'ai. Il y avait beaucoup d'humilité dans ta démarche. Ben, c'est parce que, tu sais, dans ma tête, c'est bien logique, là. Tu me dis, si t'es plus en santé, il y a des bonnes chances que tu combattes mieux le virus. Mais comment l'être en santé, c'est ça que le monde ne sache pas. Savent pas, tu sais. Il y a beaucoup d'ignorance là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont aussi, qui sont en bonne santé. Tu sais, puis, tu sais, c'est un terrain glissant, puis j'en parle souvent, puis surtout sur la jeunesse d'aujourd'hui, tu sais, je trouve qu'elles sont mal informées au niveau de la nutrition. Moi, dans les écoles primaires, tu sais, peut-être 5e, 6e année, début secondaire, il devrait avoir des cours de nutrition. Il devrait avoir de l'enseignement sur l'alimentation. Ça, pour moi, j'aimerais vraiment, vraiment. Et ça suit toute ta vie. Si tu sais cuisiner, ça aide tellement. Puis, il y a un mouvement présentement, et là, il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que je ne veux pas généraliser, mais moi, je suis pour être bien dans son corps. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu es en surpoids, tu es bien là-dedans, tu t'accèdes comme ça, fine. La question n'est pas là. La question est, moi, ma fille, là, si elle a pour idole une personne qui est en surpoids, tu ne fais pas la promotion d'être en santé. Tu fais la promotion d'être bien dans ta peau, et ça, c'est parfait. Mais c'est pas un bon modèle pour ma fille, tu comprends? Pour grandir là-dessus. Si elle regarde elle, ou lui, ou mon fils, au pire, il la regarde, il est en surpoids, il dit « Regarde, lui est bien, lui, puis... » Oh, mais il va peut-être crever à 40 ans d'une crise de cœur. Je dis, oui, il est bien dans sa peau, il s'accepte. Fine, c'est parfait. Puis ça, je lève mon chapeau à ceux qui sont différents ou qui ne fitent peut-être pas dans le moule d'acceptation, de s'accepter. Mais au bout de la ligne, c'est pas une bonne promotion au niveau de la santé de la prochaine génération. Moi, c'est ça que je trouve personnellement. Je comprends ça. T'as-tu quoi que ce soit? Non, mais c'est vrai, mais j'ai rien à rajouter. Je veux dire, je peux répéter ce que tu viens de dire avec d'autres mots, mais à quoi bon? Je trouve ça intelligent, je trouve ça nuancé. T'as-tu quoi que ce soit à plugger? Non, ben écoute, j'ai sorti mon deuxième livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dans l'Octogone, qui est une bible d'informations sur les arts martiaux mixtes. Puis tantôt, je t'expliquais que quand j'en parle de ce sport-là, c'est pas pour que tu aimes ce sport-là, mais pour que tu le comprennes. Ben, c'est exactement le but de ce livre-là aussi. Il y a des expériences personnelles dans ce livre-là. Il y a des témoignages de 4 combattants aussi dans ce livre-là qui ont réussi et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. C'est quoi la différence entre ceux qui ont réussi et qui n'ont pas réussi? C'est brillant comme approche. La ligne est très, très mince. C'est pas tout le temps une question de talent. Puis c'est ça. Puis super, super content d'avoir fait ce livre-là dans l'Octogone qui était aux éditions de l'Homme. Donc, dans toutes les bonnes librairies. Let's go! Merci. Merci d'être c'est moi qui te super remercie. Gentil. Merci. Puis t'es incroyable. T'as besoin de quoi que ce soit, t'as besoin de promotion, DM-moi. Yes, merci. C'est gentil.